Ok, bonjour à tous, bonjour David. Salut Marc, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Donc, tu es au Cambodge, à Phnom Penh, je suis à Hong Kong. Et bon, voilà, on se connaît depuis combien de temps maintenant? Depuis 2 ans, je crois, depuis la Ouais, ça fait campagne quelques années, ouais. législative. Ah ouais, ouais. Voilà, donc on a eu le plaisir de se rencontrer depuis que je suis passé au Cambodge pour la campagne législative. Hmm, Et bon, voilà, le but de cet échange, c'est de reprendre contact et de parler essentiellement de deux choses. Donc, tu sais que dans ma chaîne, on parle d'expatriation. Moi, ouais, j'aimerais bien connaître ton avis, ton positionnement, ce que tu fais au Cambodge, etc. Et deuxième chose très intéressante, tu as une chaîne YouTube qui parle d'histoire, de philosophie, de politique, et tu vas pouvoir tout nous expliquer dans cet échange. Voilà. Ok, bah écoute, super Marc, merci de ton invitation. Alors effectivement, nous on s'est rencontrés quand tu t'étais lancé en politique, entre guillemets, même si je pense que tu t'es lancé toi il y a très longtemps aussi, parce que tu es un élu, donc voilà. J'ai bien aimé tes dernières vidéos sur enfin ce que tu fais, quoi, à quoi tu sers, à quoi servent Ah. les élus Ah, très consulaires. bien. Tu suis les actualités, c'est bien. Ouais, ouais, non, mais je regarde parce qu'en fait, c'était une question que je m'étais moi-même posée, tu vois. Quoi ils Parce qu'à un moment servent? Il y en a donné, chez moi au Cambodge. ouais, non, non, mais nous, on avait fait une petite liste consulaire il y a quelques années, avant le Covid. Donc voilà, j'avais commencé à m'intéresser à ça. Mais c'est vrai que c'est très peu connu, même pour les Français de l'étranger, parce que en fait, la plupart, je pense, des Français de l'étranger n'ont pas vraiment de contact avec leurs ambassades, hein. Mm. Alors bien sûr, quand je suis arrivé au Cambodge, comme tout le monde, je suis allé voir l'ambassade, je suis allé à la chambre de commerce, etc., etc. Mais je pense que c'est comme partout et souvent spécifiquement en France. Quand tu es une petite entreprise, en fait, ils peuvent rien faire pour toi. Mais alors bien sûr, si tu viens et tu dis, j'ai créé 1000 ou 10 000 emplois, là, ça va peut-être Ouais. être utile. Mais pour les petits, ça sert pas vraiment à grand chose, si ce n'est pour si vraiment tu arrives dans un pays et que tu n'as aucun contact, là oui, ça va être utile. Mais moi, j'avais des contacts au Cambodge, donc ça m'a pas été forcément très utile, quoi. Ouais, tout Mais à voilà. fait. C'est souvent l'idée qu'on a des chambres de commerce et il y a une partie de vrai, effectivement. Et après, pour Ouais. les consulats, les ambassades, ben, souvent les gens, ils y vont quand ils n'ont pas le choix, quand ils doivent refaire le passeport, ben, voilà, il faut. Oui, c'est voilà, compliqué, voilà. c'est Et ça. sinon, Mais en ils fait, ont, ils donnent des le choix. rôle ton rôle, par exemple, de conseiller consulaire, en fait, euh, c'est quelque chose qui reste, je pense, à encore expliquer parce que je pense que par moment, ça peut être utile. Tu vois, sur des questions toutes bêtes. Je pense que je t'avais posé une question un jour, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, c'était est-ce qu'on pouvait porter plainte contre quelqu'un de l'ambassade ou un truc comme ça. Si tu veux, en fait, en fait, peut-être que vous n'êtes pas assez mis en avant par l'ambassade elle-même, en fait. Ça, c'est peut-être autre chose. Mais bon, voilà. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Peu de gens nous connaissent. Il y a des ambassades, des consulats qui font des efforts, hein. Là, par exemple, je suis sur le site du consulat. On a les quatre élus, mais c'est fait différemment de le monde. Il y a des consulats où ils mettent la photo, le numéro de téléphone, Hmm. etc. À Hong Kong, ils mettent que le mail. Il y en a où les élus sont régulièrement invités, mis en avant. Après, il y en a où ils font le strict minimum. C'est-à-dire, il y a des choses qu'ils sont obligés de faire. Ils sont obligés de nous inviter à certaines réunions. Et après, tout le reste, c'est que de la bonne volonté ou pas. Ouais, Et après, ça dépend des relations qu'on a avec l'ambassadeur, le consulat. Donc, ça peut être variable partout dans le monde. bien sûr, Et bien après, ça sûr. dépend aussi de, voilà, quand il y a, par exemple, même en dehors du consulat, des chambres de commerce, quand il y a un concert, par exemple, voilà, quelque chose d'artistique, voilà, il y a certains qui vont solliciter les élus, qui vont les inviter. Et après, il y en a qui s'en fichent complètement. Et Ouais. c'est à eux d'y aller, de décider. Voilà, donc tout est variable en fonction des initiatives publiques et privées. Voilà. Donc, en tout cas, bon, très sympa. Profitons-en de t'avoir pour te demander, ben voilà, David, dis-nous tout. Donc, tu es français? Est-ce que tu es aussi américain? Qu'est-ce que tu fais au Cambodge? Pourquoi tu es venu là? Quelle est ton activité? Dis-nous tout. Alors, moi, je suis comme toi, en fait. Je suis un émigré de seconde génération. Mais ça se voit moins parce que je suis un infiltré, tu vois. Parce que j'ai des racines européennes, mais mes parents ne sont pas français, hein. Mon père, il est écossais, pas américain, écosso-irlandais, et ma maman, elle est suédoise. Et ils se sont rencontrés à Paris parce que Paris était encore à cette époque, dans les années 60, la capitale du monde de l'art.
La de ville la philosophie. romantique. Non, ouais, non, non, de l'art, la philosophie, D'accord, ouais. voilà, quand tu étais un pauvre Écossais ou une pauvre Suédoise, et que tu voulais faire des études un peu artistiques, ou mon père plutôt philosophique, quelque chose comme ça, eh ben, c'était Paris. T'allais pas ailleurs, t'allais à Paris. Paris, c'était la capitale Les du monde lumières. encore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà quoi. Et donc moi, je suis né à Paris. Et après mon service militaire, j'ai demandé la nationalité française, que j'ai obtenue. Et puis voilà. Mais moi, je suis comme toi, c'est-à-dire en fait, je suis un Français de culture. Et c'est la magie de la France, en fait. La magie de la France, c'est une machine. Enfin, c'était il y a encore pas très longtemps une machine à créer des Français, dans le sens où ceux qui veulent réellement s'intégrer, qui ont l'amour de la France et qui veulent réellement s'intégrer, ils peuvent le faire. La France n'est pas un pays racial. Il y a bien évidemment cet aspect-là, mais qu'il est beaucoup moins important que par exemple l'Angleterre ou même l'Allemagne. C'est pour ça que la France ressemble beaucoup, dans un certain côté, un peu à la Russie. C'est pas un empire, bien qu'elle fût un empire, la France, mais elle a cet aspect à pouvoir intégrer, enfin tout du moins elle l'avait, à intégrer des cultures différentes. C'est pour ça qu'en France, il y a eu... En fait, d'abord, géographiquement, hein, la France, c'est l'entonnoir de l'Europe. Hein. Bah, tout le monde se déverse, toi, en France. Hein. C'est sur la même longitude. Et donc, ça a toujours été un pays où les gens arrivaient. Hein. Et donc, voilà. Maintenant, voilà. Donc, nous, on est tous les deux un peu pareil là-dessus. On est des Français de seconde génération. J'ai fait toutes mes études en France, enfin mes courtes études. Et ensuite, pourquoi je suis arrivé au Cambodge? Mais ça, c'est un concours de circonstances. Déjà, Euh, tes parents, tu dis qu'ils n'étaient pas français, mais ils sont pas devenus français? non, ils sont pas, ils ont, non, ils sont jamais devenus français parce qu'en fait, pour les Européens, t'as pas forcément un besoin de devenir français parce qu'en fait, alors il y a un bon côté à l'Europe, hein, c'est un des bons côtés. C'est en fait, ma mère, elle avait une carte de résidente permanente, je pense, il me semble. Et mon père, lui, le pareil, ça doit être à peu près pareil. Ils ont jamais fait la démarche de demander la nationalité française. Ouais, peut-être qu'ils n'avaient Euh, pas envie, ils se sentaient pas Ouais, forcément non, mais français. Ok, très bien. non, ils se sentent français, mais si tu veux, c'est comme un Belge, tu vois. Un Belge, pourquoi il irait demander la nationalité française? Tu vois, c'est Oui, parce pas. qu'il est fier d'être belge, il Ouais, est comme ça, ok. et puis c'est pas comme toi qui étais un réfugié, entre guillemets, tes parents, c'était des réfugiés politiques, ou ma femme, hein, qui a quitté le Cambodge en 75. Eux, ils avaient plus de nationalité. Hmm. Donc là, du coup, quand la France leur a octroyé une nationalité, une nouvelle nationalité, ça, ils l'ont prise de cœur. Et d'ailleurs, là, je fais un petit parallèle, parce qu'en fait, la plupart des Asiatiques, quand ils sont devenus français, pas tous, hein, bien évidemment, il y a toujours des cas, ont tous choisi un prénom français. Hein, c'est l'histoire du prénom Hmm. qui a été un petit peu exacerbée, exagérée. Mais c'est Presque. vrai, moi, dans la famille de ma femme, la plupart ont choisi un prénom, Jean-Luc, Marc, toi, des, Hmm. des- des prénoms français. Et d'ailleurs, au passage, ils ont aussi souvent, pour l'anecdote, augmenté leur âge, hein, histoire de partir à la retraite un peu plus tôt. Mais bon, ça, Ah bon? ouais, bah, c'est un grand classique. Hein. En fait, les Asiatiques, c'est l'âge. C'est difficile de donner un âge à un Asiatique. Ils ont souvent un visage qui reste jeune Ouais. très longtemps. Mais bon, ça, c'était pour l'anecdote. Voilà, voilà. Non, non, ils n'ont jamais fait cette démarche parce que il n'y avait pas un intérêt, toi, Hmm. Ouais. Mais toi, à le oui. faire. Toi, tu as fait cette. Parce qu'en fait, Moi, ouais, tu es, ouais. tu es né américain, écossais, tu es né Non, quoi? non, en fait, non. Moi, j'ai eu à un Britannique. moment plusieurs nationalités, hein, parce qu'en fait, l'Angleterre, la nationalité se donne par le sang. Enfin, l'Angleterre, le Royaume-Uni, devrais-je dire. Donc, Oui. j'ai obtenu la nationalité britannique parce que mon père, j'ai du sang britannique. Hein, la nationalité se donne par le sang. J'ai obtenu à un moment donné la nationalité suédoise parce que ma mère a insisté à l'ambassade, etc., et que c'était pour le fun plus qu'autre chose. Et ensuite, après mon service militaire, ouais, j'ai dû, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais ça a peut-être changé, je ne sais pas trop, mais j'ai dû prouver que j'ai fait mon service militaire en France et j'ai dû confirmer ma nationalité. Tu vois, j'ai dû faire la démarche à la mairie en disant oui, je veux devenir français ou rester français, etc. Et ne pas être déchu de ma nationalité française. Et donc après, j'ai dû prouver que j'ai fait mon service militaire en bonne et due forme. Et j'ai obtenu la nationalité française que j'ai depuis. Et je n'ai jamais renouvelé. Enfin, je vais avoir un vieux passeport britannique
J'ai longtemps attendu idiotement que l'Écosse devienne indépendante, ce qui est une erreur hein, en soi, mais ça c'est du pur chauvinisme écossais. Et voilà, peut-être que je le referai, mon passeport, un jour, si la France, par exemple, part trop en couille, j'aurais peut-être un jour un intérêt à refaire un passeport britannique, ou pas, mais voilà. Donc D'accord. j'ai deux Donc, nationalités, si tu veux. Ouais, donc, pour l'instant, tu es uniquement français et donc tu es ouais. ex-britannique et ex-suédois. Ouais, non, mais suédois, je pourrais pas le refaire, ça serait des complications. En fait, la Suède, pour l'information, la Suède, c'est un royaume, et la Grande-Bretagne, c'est un royaume. Et tu peux pas, normalement, avoir deux nationalités de deux rois différents, de deux royaumes. Ok. Tu vois, normalement, ça se ne fait pas. Si un jour j'obtiens la nationalité cambodgienne, par exemple, puisque au bout de certains temps, tu peux quand même la demander dans une démarche officielle, quoi. Bah, c'est un royaume aussi. Donc normalement, je ne pourrais pas être logiquement cambodgien et britannique. Ok, Parce que intéressant. tu peux pas logiquement, bon, ça se fait, hein, je l'ai eu, moi, la nationalité suédoise à un moment donné. Mais voilà, non, si je garde la nationalité britannique, je la garde sous le coude, quoi. Parce que, voilà, parce que je suis quand même à moitié écossais. Mais globalement, je suis français. La grande différence, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur un sujet intéressant sur ce sujet, c'était la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Oui, Moi, je me rappelle. je ne suis pas un patriote français. Parce Sur que la vidéo, ouais, sur sur le la vidéo sport. avec Ghané, là, ouais, je me rappelle. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc que les Français n'ont pas compris, je pense, en généralité, c'est qu'en fait, la plupart des jeunes de l'immigration comme nous, seconde, troisième ou quatrième, même la quatrième génération, hein, des Algériens, Marocains, etc., Tunisiens et autres, sont des patriotes, mais du pays de leur père, hein, de l'Algérie notamment. Et par contre, on leur a pas vendu le nationalisme français. Parce que ça, comme tu le sais, être nationaliste français, c'était l'extrême droite, c'était Jean-Marie Le Pen, toi, c'était le truc. Enfin, il y a pas encore. Moi, quand j'étais jeune, mettre un drapeau français à la fenêtre, on t'enfermait dans un hôpital psychiatrique. Hein. Et maintenant C'était un... aussi. Ouais, ça a un petit peu changé. Je dirais que ça a un petit peu changé, mais voilà. Donc moi, je suis un nationaliste français parce qu'en fait, la nation, c'est le foyer. La nation, c'est un pays avec des frontières. C'est une maison dans laquelle des gens veulent vivre ensemble. Et bon, là, on est arrivé effectivement peut-être à un point de rupture. Mais voilà, si on a la volonté, et c'est pour ça dans mon livre Espace et paix, je parle d'espace de paix. C'est-à-dire en fait, un espace, c'est défini territorialement. C'est un éveil qu'il faut avoir. Ça. En fait, on est des nationalistes. Alors si il y a des Français qui ont XX depuis 2000 ans, ils sont français, ou 1500 ans, bon, bah, c'est des patriotes, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis un patriote français. Ça serait mentir. Comme toi, nous, on doit se définir comme des nationalistes parce que nous avons acquis la nationalité. On nous a donné, on nous a offert, on nous a octroyé la nationalité française qui devrait être pas délivrée comme ça en claquant des doigts, mais on devrait, toi qui vis à l'étranger comme moi qui vis à l'étranger, on sait que dans la 90% des pays du monde, on te file pas la nationalité en claquant du doigt. Voilà. Mhm. Ça, c'est juste un D'accord, gâchis. c'est un point de vue intéressant. Après, c'est vrai que Mm. la plupart des gens se définissent patriotes et moi-même, je me définis souvent comme patriote parce que c'est un peu le langage couramment utilisé, peut-être à Oui, non, tort. mais ça, c'est parce qu'on t'a Tout ça pour forcé. dire on est fier d'être français. Voilà, et ça, Oui, bien sûr, mais ça, c'est c'est parce que le mot nationaliste, c'est tabou. a été sali par la Mhm. gauche française. D'accord? Au contraire, la nation, c'est ce qui nous réunit. C'est notre foyer. C'est pas le pays de ton père qui nous réunit. D'accord? Et pourquoi les Algériens, notamment les Algériens? Parce que, alors moi, j'ai une grande estime pour le peuple algérien et le pays, c'est un très beau pays. C'est des guerriers, les Kabyles, ce sont des guerriers. Mais parce que ils sont patriotes algériens. Tu vois? C'est rare hein, enfin, tu le vois dans le sport. Dans le sport, c'est flagrant. Le mec, soit il a le drapeau français, soit il a le drapeau de son père. Pas de sa mère, hein, de son père. Voilà. Bon, ça, c'est un autre. On va arrêter Mhm. là-dessus. Mais bien évidemment, tu te dis patriote parce que ça passe mieux que de dire nationaliste. Voilà. Ah, nationaliste. Ah, national-socialiste, Hitler, nazi, etc. Voilà. Ok, très bien. Alors, maintenant, parlons du Cambodge. Alors, donc, tu es né, tu as grandi en France, tu es du Ouais. français. Pourquoi tu es parti au Cambodge? Pourquoi tu t'es expatrié et pourquoi le Cambodge? Alors, ça, c'est un concours de circonstances. En fait, moi, je me suis marié avec une Cambodgienne.
en France, hein, qui est arrivé en France à 10-12 ans, comme tes parents, souvent, ou comme ces générations-là, comme beaucoup de Cambodgiens, en fait, ils ont vécu plus en France que chez eux, en fait, que dans leur pays d'origine. Donc en fait, voilà, j'ai découvert le Cambodge avec mon épouse. J'ai bien aimé le Cambodge. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu une enfance avec un ami vietnamien qui sont arrivés en France dans les années 80. Donc j'étais allé à l'école avec lui, quoi, si tu veux. Donc un peu comme tes parents, des riches vietnamiens du Sud, hein, qui ont tout perdu et qui ont ouvert une petite boutique de plats emportés vietnamiens, etc., qui ont essayé de survivre comme ils ont pu. Une partie de cette famille maintenant est aux États-Unis. Et en fait, j'ai passé une grande partie de mon enfance avec cette famille vietnamienne. Parce que moi, j'avais une enfance un peu déstructurée. Et souvent, j'étais avec eux, etc. Donc, j'ai découvert l'Asie par eux. Donc, l'Asie m'a toujours attiré d'une manière consciente et inconsciente, parce que j'ai été très tôt mélangé avec des Asiatiques du Sud-Est. Et après, je découvre le Cambodge, et là, j'aime ce pays, quoi. Et moi, j'avais une société en France que j'avais faite avec Michel, mon associé. Moi, je suis dans un métier niche, hein, qui s'appelle la cartographie aérienne. Donc Google Maps, hein, si tu veux. On dit image satellite, mais la plupart, c'est des images faites à partir d'avions et aujourd'hui de drones. Donc on avait cette société-là qu'on avait développée. Et nous, on fait beaucoup de traitements informatiques. À l'époque, c'était fait en Inde, souvent. Et moi, j'avais depuis toujours l'idée de faire un centre, si tu veux, de production au Cambodge, qui est un pays avec des gens doués, habiles de leurs mains, intelligents, et un pays ouvert pour le business. Toi, le Vietnam, c'est trop compliqué. La Birmanie, je connais pas, et puis c'était encore un peu en guerre. Le Laos, c'était quand même très spécial. Donc, il y avait 3-4 pays dans le monde, avec Madagascar aussi, c'était une piste. Du coup, le Cambodge est devenu de fait une piste, tu vois. Et donc, je suis allé plusieurs fois. J'ai rencontré du coup la chambre de commerce, tout ça, etc. L'ambassade. Et c'est pour ça que j'ai une expérience, si tu veux. J'avais même fait un petit déposit à la chambre de commerce qu'on m'a jamais rendu, de $1000, mais bon, ça, c'est pas grave, pour créer une société, etc. Et puis, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, une chambre de commerce, c'est privé, quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'État français. Et en fait, ils surfent un peu là-dessus, tu vois, etc. Mais bon, toujours est-il que mon entreprise en France connaît des difficultés à partir de quand Google Maps arrive, en fait, Google Earth, tout ça, tu vois. En fait, Google nous a tués, comme la plupart, comme beaucoup de métiers. Et on a commencé à aller sur une pente un peu raide. On avait un gros client qui était les pages jaunes, qui était en quasi faillite à une époque en France, hein, et qui a été racheté par un fonds de pension américain. Donc ça, c'était le bouleversement des années 2000, toi, ça a commencé 2004, etc., plus la crise économique de 2008 qui a mis une couche. Et on a commencé à aller pas très bien, et jusqu'à ce qu'on soit mis en redressement judiciaire. Ça doit être dans les années 2012. Et donc, du coup, là, je décide, je me dis, bon, je me casse de France, quoi. C'est trop dur de faire une entreprise en France. On s'est battu avec Michel pendant des années, vraiment, hein, c'était compliqué, de créer quelque chose d'ampleur. Et puis après, face à nous arrivent des gens comme Google, Microsoft, Apple, parce qu'ils ont toutes ces énormes boîtes ont créé leur système cartographique. Hmm. Alors que nous, on avait créé un petit système à nous, avec un troisième Lascar qui s'appelle Thierry, et on avait fait un petit système qui fonctionnait bien, qu'on vendait, qui était bien vendu, etc. Mais quand face à toi arrive Google, Microsoft et Apple un peu plus tard, et que c'est plus ou moins gratuit, même si c'est jamais gratuit, et que ça détruit ton système, ton business system, quoi, hein. Donc du coup, je me casse, je prends toutes mes affaires et je me dis j'en ai marre, c'est trop compliqué. Je vais faire un centre de production, j'ai toujours quelques clients, de trucs, toi. Et moi, je m'occupais de la production dans ces entreprises. D'accord. Moi, j'étais plus le technicien de la production. Et donc, je me dis, bon, ok, bah là, c'est le moment, je me casse. Donc, je mets tout dans un container. Mais je prends toutes mes affaires, toi, et je pars, et je me dis, je me casse définitivement. Et j'arrive au Cambodge en 2000. Enfin, j'avais déjà commencé à créer une pas une société, mais un partenariat avec Franck en 2008. Et puis en 2012, 2014, je crée la société. Voilà, donc là, ça fait 10 ans maintenant. Et je pense que je suis parti définitivement de France. Voilà, c'est ce que j'ai à cœur. Et entre-temps, la politique ne s'est pas améliorée. Donc, rien
aujourd'hui, rien ne me pousserait à revenir en France. Voilà. Pourquoi pourquoi c'est plus facile au Cambodge de te faire ce business qu'en France, là maintenant? Ah, mais non, mais c'est tout simplement que c'est en fait avec la mondialisation, pas le mondialisme, hein, la mondialisation. Hein, il ne faut pas confondre le mondialisme et la mondialisation, c'est deux choses différentes. La mondialisation, c'est un phénomène qu'on ne peut pas stopper. C'est des échanges entre les humains sur notre planète. C'est la route de la soie de la Chine, etc., etc. Donc, quand l'Europe a, entre guillemets, totalement libéré l'économie, eh bien, en fait, ce qui s'est passé dans notre métier, donc notre métier, tu as, un avion, d'accord, avec des caméras qui coûtent, c'est un investissement très cher, et puis tu fais des photos aériennes, d'accord, et tu photographies la France, des villes, des trucs, etc. Et ensuite, ça coûte extrêmement cher, parce que c'est un avion, c'est du kérosène, c'est un pilote, ça, tu peux pas le sous-traiter, d'accord, il faut le faire en local. Ça, c'est comme les paysans, tu vois, ça se sous-traite pas. Et par contre, avec l'ouverture de l'Europe, tu avais des Polonais qui venaient nous faire chier en France, toi. C'était de plus en plus dur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec une concurrence totalement dingue, plus l'État français qui lui-même est avionneur aussi. Hein, l'IGN fait les cartes aux militaires et tout, toi. Donc, c'était un truc de dingue. Et les prix allaient de plus en plus bas avec les appels d'offres. Nous, on répondait à des appels d'offres publics, toi, c'est très compliqué. Et les prix allaient de plus en plus bas. Tu avais, je te dis, des Tchèques, des Roumains, des Polonais qui viennent proposer des prix plus bas que les nôtres, etc. On n'était pas protégés. Et ensuite, tous ces gens-là ont commencé à produire, soit en Inde, à Madagascar, et les prix allaient toujours vers le bas, le bas, le bas, le bas. Ça, c'est la concurrence internationale du monde, c'est la mondialisation. Et l'effet pervers de ça, le mondialisme, a été fait que nous, société française, on n'était plus protégés. Nous, on s'est battu à un moment donné en disant on faisait tout en France à une époque. Tu vois, tout était fait en France. Donc on se disait protégez-nous. Dans un appel d'offres, protégez-nous. Privilégiez les entreprises françaises. Mais que nini, rien à faire. Tu vois. Donc du coup, à un moment, on en a eu marre. J'ai dit c'est pas possible. Donc on est parti pour créer un centre de production dans un pays. Comme c'est comme une usine. Hein, tu vois. C'est comme Renault. À un moment donné, face à la mondialisation, tu es obligé de tenir le choc de la concurrence. Donc, soit tu fais faillite, soit tu vends plus et tu fais faillite parce que tu es trop cher, parce que tu n'as aucune protection. C'est ce qui Acheter se passe comme eux, aujourd'hui. comme les autres. Ouais, c'est ce qui se passe avec les paysans aujourd'hui, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as comme choix? Eh ben, tu n'as pas d'autre choix que d'ouvrir un centre de production dans un pays moins cher, où Mhm. la main-d'œuvre est moins chère. Et de ça, naturellement, bah, je suis allé au Cambodge. Et le Cambodge, pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, c'est hyper facile d'ouvrir une entreprise. À ce niveau-là, le Cambodge, ils sont très souples, quoi. Le Cambodge a été le laboratoire capitaliste de toute l'Asie post-communiste, tu vois. Même le Vietnam, regarde le Cambodge. Et donc, le Cambodge, à ce niveau-là, est très, pour le business, est très ouvert, est très accueillant. Ils t'emmerdent pas trop, t'as pas trop de taxes, choses comme ça, etc. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé pour pouvoir survivre face à la mondialisation du business, quoi. Et nous, c'est un truc hyper niche, mais même Google, etc. Ils sous-traitent en Inde. L'Inde a été un gros acteur, mais comme le niveau de vie augmente en Inde, et la Chine aussi, hein. Tu avais des centres de production en Chine, etc. Mais voilà, quoi. En fait, en gros, c'est comme une usine de textile, hein. Avant, tu avais les usines de textile en Chine. Il n'y en a plus maintenant d'usines de textile en Chine, ou alors du haut de gamme, tu vois, parce que maintenant ils font du haut de gamme, les Chinois. Ensuite, ces usines sont allées au Vietnam. Le Vietnam est devenu un pays hyper riche, quoi. Ils font des voitures de luxe, les Vietnamiens, avec Winfast. C'est incroyable ce qu'ils font, les Vietnamiens. Donc, du coup, maintenant, ça c'est venu au Cambodge. Et certaines usines de textile, maintenant, vont en Birmanie ou au Laos, qui sont les deux prochains trucs. Et le jour où l'Afrique deviendra un peu plus cohérent, Madagascar, c'est un peu commencé. Voilà, qu'en fait, la mondialisation fait que tu es obligé de chercher le meilleur taux de rentabilité capitalistique. Mhm. Et la mondialisation aggrave le problème en disant il n'y a plus de frontières en Europe, etc., etc. Et après, il ne faut pas s'étonner que tout part en couille, quoi. Voilà. Mhm. Ok, très bien. Alors, bon, on a compris pourquoi donc, tu fais ton business au Cambodge. À part ça, comment est la vie? Est-ce que tu as facilement contact avec des Français, de la culture française, la nourriture française? Est-ce que tu le recherches aussi beaucoup? Dis-nous comment est la vie au Cambodge. Est-ce que quelqu'un qui est là, qui est en France, qui nous Ouais. regarde, qui Alors, réfléchit à aller au Cambodge, est-ce que c'est un bon plan? Est-ce qu'on peut y vivre sur le long terme et être heureux, etc. Dis-nous tout.
Ouais, ouais. Alors, c'est une très bonne question. En fait, quelqu'un qui veut s'expatrier, il faut qu'il prenne en considération plusieurs facteurs importants. Le premier, c'est la santé. D'accord. Euh, Parce que nous, Européens, et spécialement Français, même si ça s'est dégradé aujourd'hui, tu crèves pas dans la rue en France. Enfin, alors, quoique c'est plus vrai maintenant, parce qu'en fait, les gens meurent dans, dans les hôpitaux à ne pas Hmm. être soignés. Mais bon, on va dire que c'est toujours un peu bien, hein, d'accord. On va être optimiste. Donc, en fait, le premier truc, c'est la santé. C'est que ici, tout est privé, hein. J'imagine qu'à Hong Kong, c'est exactement pareil. Enfin, je ne sais Ah, pas, il tu y a me le beau diras. public aussi à Hong Kong. Ouais, ok. Mais Bon, bon, ici, je il vois y a, que. y a un hôpital public, mais si tu payes pas le médecin, il va pas trop s'occuper de toi. En Hmm. fait, le problème des pays comme le Cambodge, qui sont des, c'est pas spécialement de la corruption, hein, je parle pas de ça, parce que le pays le plus corrompu au monde, c'est les États-Unis, hein, et c'est un des pays les plus riches, hein. Non, je parle pas de ça, je parle du fait que les salaires sont quand même bas et que du coup, il y a eu une habitude de fait, c'est-à-dire de donner un petit peu de pourboire de l'école au docteur, toi, d'accord. Et Hmm. puis le petit pourboire, et c'est devenu une habitude et c'est devenu un second salaire pour ces gens-là. Hmm. Quand tu gagnes officiellement, quand un docteur gagne officiellement, je crois, 500 ou 400 dollars par mois, tu vois, au bout d'un moment, il se dit pourquoi j'ai fait des études, quoi. Donc, Hmm. etc. Et comme il y a la mondialisation, c'est-à-dire en fait, ici, ils savent combien gagne un Français, toi. Ils savent combien, tout se sait maintenant avec Internet, etc. Donc c'est la santé. Il y a pas il y a des très bons hôpitaux, mais il faut payer. Donc là, il faut soit prendre une assurance, ou soit avoir un peu d'argent de côté, etc. Et puis après, c'est lié au climat. Dans les pays subtropicaux comme ici ou à Hong Kong, etc., bah, tu as beaucoup plus de maladies bizarres. Tout s'use, ton corps s'usera plus vite. Tu vois, la chaleur et l'humidité, ça décompose. Hein, ici, les cadavres n'ont pas de problème de décomposition, hein. Euh, parce que dans les cimetières en Europe, ils se décomposent plus. Mais donc voilà, ça c'est le premier truc, c'est la santé, d'accord. Alors maintenant, si c'est un jeune, c'est pas trop grave. Il est voilà, si c'est un retraité, bah, il faut qu'il prenne ses précautions vis-à-vis de ça. Mais une fois de plus, il y a de plus en plus d'hôpitaux. Moi, je me fais soigner chez Kampuchea Paramed, qui est tenu par un ancien légionnaire infirmier. Tout va bien, quoi. Tu vois, il y a pas, on trouve tout ce qu'on veut. Et maintenant, pareil côté bouffe, culture, etc. Les Français de l'étranger sont quand même un peu plus solidaires, même si c'est peut-être un grand mot, mais on trouve. Et puis après, n'oubliez pas que le Vietnam, le Cambodge, le Laos, c'est l'ancienne Indochine française. Donc on n'est Hmm. pas totalement dépaysé, hein. Les gens mangent de la baguette. Il y a toujours quelques traits culturels français. Je suis pas parti dans un pays genre sur Mars, quoi, toi, totalement différent. Hmm. Ils aiment le bon vin. Il y a une certaine joie de vivre à la française. On prend son temps. Tu vois, c'est pas complètement dénaturé comme culture Il par y a quand rapport à même nous, encore une Français. French touch et les Cambodgiens sont encore assez Ouais. francophiles. Ouais, et oui, tout à fait. Et même si ça se dégrade, hein, parce qu'ils voient ce qui se passe en France avec Macron, Hmm. etc. Mais par exemple, petite anecdote, tout ce qui est beau en Khmer, en langage Khmer, ça s'appelle français. Tu vois, les courgettes belles, c'est des courgettes françaises. Les Ah, c'est courgettes moches, c'est intéressant, des ça. courgettes Khmer. Tu vois, ça a été, c'est même un quasi complexe, quoi, tu vois, quelque part. Voilà, donc le Cambodge, c'est pour ça, c'est voilà, la santé, on l'a dit. Puis après, deuxième point, bah, c'est comment gagner sa vie, hein, parce qu'ici, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité sociale, donc ça, j'ai déjà dit. Et donc, moi, à un moment donné, tu avais des sortes de SDF français là, qui faisaient la manche, toi, à Phnom Penh. Bon, je pense qu'ils sont rentrés en France maintenant, mais je ne sais pas, ça doit peut-être exister dans certains pays, mais ici, il n'y a pas de punk à chien, hein, d'accord. Tu survis pas, tu survis pas. Hmm. Donc bah, il faut gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, au Cambodge, comme je pense en Chine ou à Hong Kong, etc., tu vas pas pouvoir aller prendre le travail d'un Cambodgien, d'accord? Parce qu'il y a des priorités raciales ici, Hmm. d'accord? Moi, dans mon entreprise, je peux pas embaucher plus de 10% d'étrangers, d'accord? C'est encore des pays nationalistes, hein, Hmm. comme la Bon, ça, là Chine. encore, c'est assez normal. Mais en France, c'est pas le cas, Hmm. d'accord. Donc, oui, c'est normal pour nous, mais voilà. Donc, trouver un travail, avoir un travail, et en fait, il faut apporter de la richesse. Quand tu pars à l'étranger, il faut que tu apportes de la richesse. Nous, c'est une migration. Parce qu'on est des immigrés quelque part, mais on est des immigrés positifs. Alors, moi, je crée de l'emploi, je crée de la richesse, hein. J'ai apporté au Cambodge par mes contrats extérieurs, etc., plusieurs millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je paye des taxes, etc. Donc, on est des migrants tolérés parce qu'on apporte de la richesse. Si c'est pour venir mendier ou piquer le travail d'un local, on va te foutre un coup de pied au cul et tu vas dégager tout Hmm. de suite.
Donc avoir un travail. Alors avec Internet maintenant, bon bah il y a beaucoup de choses possibles. Et ensuite le troisième point, c'est d'aimer la culture dans le pays dans lequel tu vas. C'est-à-dire en fait s'intégrer culturellement. Alors ça, bien évidemment, bon, moi, mon épouse étant cambodgienne, bon, bah, j'avais déjà intégré la culture, mais faut pas aller dans un pays et haïr les gens. Mm. Ouais. Ton Ça va épouse, pas. excuse-moi, ton épouse, elle est cambodgienne ou elle est française d'origine cambodgienne? Non, elle est cambodgienne, mais qui est partie à 10-12 ans d'ici, et donc elle a obtenu la nationalité française. Donc elle a deux nationalités? Alors, elle avait perdu sa nationalité cambodgienne parce qu'en Ah. fait, c'est un peu comme tous les Vietnamiens ou tous les Cambodgiens qui sont partis Mm. pendant la guerre. En fait, d'abord, elle est réfugiée. Bon, elle a eu la chance de partir en avion et pas par un boat people comme peut-être tes parents, je sais plus, on en avait parlé. Ma mère? Mm. Ouais, et donc elle a dû faire Hong Kong, Vietnam, Hong Kong et puis la France peut-être. Donc, ils sont partis, tout ça parce qu'en fait, un des grands frères dans la famille était majordome d'un colonel français. D'accord. Et ce colonel français, il l'a ramené en France c'était le début des guerres civiles. Et de fil en aiguille, ça a permis de rapatrier un petit peu, tu sais, par trois, par quatre. Ils ont pu obtenir payer l'avion déjà, qui coûtait très cher, payer les sous-de-main, etc. Et puis bon, ils ont réussi à arriver en France, pas tous, hein. Il y en a qui ont fini dans les camps en Thaïlande, qui ont été récupérés après. Mais voilà, donc elle est arrivée très jeune, et en fait, elle est arrivée 10 ou 12 ans, elle s'est parfaitement intégrée, donc elle est plus française, presque plus française que moi, tu vois. Donc, et après, elle voulait pas trop retourner ici, tu sais, tous les. En fait, le Cambodge, c'est particulier, parce que tous les mecs à peu près ayant un QI de plus de 80 ont été tués. Donc en fait, c'est un pays où il n'y a plus que des idiots. C'est très particulier, hein. Non, mais c'est pas du tout le cas au Vietnam, par exemple. Toi. Mais ici, le communisme cambodgien, ça a été un des communismes les plus dingues du monde. Ils ont tué les mecs intelligents et ils ont aboli l'argent. Ils ont brûlé les billets et ils se sont dit on retourne à l'âge zéro. C'était le programme politique. C'est-à-dire on retourne à l'âge zéro, on redevient des paysans de Ratanakiri. Tu sais, des minorités ethniques qui vivent de manière tribale, enfin de manière tribale et alors dans un petit groupe à 50, tu peux, mais tu peux pas rendre, c'est pas possible pour un pays. Donc ça a été sur débilité, même si les cadres politiques khmer formés en France, hein, il faut se le rappeler, n'étaient pas des idiots. Pol Pot un peu plus, mais derrière lui, il y avait des vrais intellectuels. Mais ils se sont dit, il faut tuer quasiment tout le monde. Tu sais, c'est la fameuse phrase d'Anatole France que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que si tu veux rendre les gens parfaits, à les rendre parfaits, il faut tous les tuer. D'accord. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais les communistes cambodgiens et d'autres hein, ont appliqué ça. Donc ils ont commencé à tuer tout le monde pour les rendre parfaits. Et ils se sont dit, qui est le mec parfait? C'est le paysan qui n'a pas d'argent dans ces tribus minoritaires des plateaux à côté du Laos, du Cambodge. Parce que Pol Pot et beaucoup de cadres Khmer Rouge étaient réfugiés là-bas. Et ils se sont dit, bah, mais c'est ça, c'est le sauvage de Rousseau, tu sais. C'est ça, ils sont gentils, c'est vrai. Hein. Moi, mon avis, Pierre-Yves, il a des éléphants là-bas, donc j'y suis allé plusieurs fois. C'est qui Pierre-Yves? Ouais, Pierre-Yves Clé, Ah tu oui. l'avais rencontré à Oui, notre oui, bien sûr. réunion. Oui, Tu sais, il a un parc avec des éléphants, avec oui. son épouse Oui. Mm. Jenda, etc. Donc, lui a vécu avec ces minorités. Donc, effectivement, c'est des gens sympas, etc. Mais tu peux pas régresser une nation vers ça. C'est complètement idiot. Mm. D'arrêter le capitalisme, enfin voilà, bref. Donc le Cambodge est très particulier à ce niveau-là. Donc en fait, elle voulait pas trop revenir. On était venu une ou deux fois en vacances, mais tu sais, mais même la langue a changé. L'attitude des gens, le langage a régressé. D'accord. Il y a des nouveaux mots qui sont apparus d'argot, de trucs, etc. C'est très particulier. Bon, de fait est que je l'ai quand même un peu bousculé, et puis elle est venue, et puis maintenant, bon, elle s'est adaptée, et donc elle a refait une demande de nationalité cambodgienne qu'ils ont donnée. Ben voilà, ben toi, pour le conseiller Intéressant. consulaire, je fais une parenthèse pour le conseiller consulaire. Bon, j'ai plus ou moins, ça, je sais plus ou moins comment faire maintenant, mais le truc tout bête, toi, pour un cas d'école. Nous, on s'est mariés en France avec mon épouse, d'accord. Donc on est mariés français, sous la loi française. Mais quand on vient au Cambodge, ma femme, elle a obtenu des papiers comme une célibataire, d'accord. Parce que Cambodge, elle n'est pas mariée. D'accord. Donc, elle a dû se rattacher à sa famille au Cambodge et ils lui ont donné des papiers à son nom de jeune fille, bien évidemment. D'accord. Puisque eux, ils ne savent pas qu'on est marié en France, et puis d'ailleurs, ils s'en foutent. C'est pas, il n'y a pas de reconnaissance. D'accord. Donc, du coup, au bon moment donné, donc, elle obtient ses papiers. Donc, officiellement, elle n'est pas mariée au Cambodge.
Et donc, un jour, moi, je vais au ministère de l'Intérieur, de l'immigration, etc., avec un de mes cadres, pour qu'il m'aide avec la langue, toi. Et j'explique mon cas au ministère. Et les mecs me disent, ah ben non, on peut rien faire. En fait, il faudrait que vous divorciez et que vous vous remariez au Cambodge, parce que nous, on reconnaît pas le mariage français, d'accord. Donc c'est complètement fou. Mais du coup, non, au début, ils me disent, mais vous avez qu'à vous marier au Cambodge, toi. Mais moi, je ne peux pas me marier parce que la loi cambodgienne demande à ce que je sois moi-même célibataire. Donc il faudrait que j'aille à l'ambassade de France pour demander un certificat de célibat. Alors évidemment, Oh là l'ambassade là, de le France ne va bordel. pas me le donner parce que je suis marié. Tu vois, donc Ouais. c'est une histoire de dingue. Donc le seul truc, c'est de faire un mariage traditionnel, peut-être ici, pour avoir une sorte de mariage un peu officiel, etc., etc. Donc voilà, toi, ça c'est un cas d'école, tout bête. Ok, Donc ouais, c'est très un truc intéressant, dingue. hein. Ouais, ouais, mais c'est un truc dingue. Donc en fait, Ah, voilà. à Hong Kong, on n'a pas ce problème parce que quand tu es marié en France, ben, Hong Kong, ils le reconnaissent. Tu as dit, ben, regardez, c'est transcrit, voilà, quoi. Donc, et inversement aussi. Moi, je me suis marié à Hong Kong sous la loi de Hong Kong et j'ai donné un document au consulat, ils l'ont retranscrit. Donc, je suis marié aussi en France. Ouais. Mais au Cambodge, c'est peut-être différent. Mais en tout cas, c'est Ouais. Non, c'est intéressant différent, ils pour reconnaissent pas. Peut-être qu'un jour, en fait, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord bilatéral. bilatéral entre la France et le Cambodge. Mais ça m'étonne comme ça, c'est bizarre. Tu en as Ouais. parlé à tes élus? Oui, bien sûr. Non, non, Et ils ont dit quoi? c'est une histoire de dingue, toi. Donc la seule chose, c'est peut-être faire un mariage traditionnel, parce que tu as deux niveaux de mariage au Cambodge. Tu as le mariage traditionnel, qui est reconnu plus ou moins par le maire du bled, tu vois. Et ensuite, tu as le mariage officiel, qui est un niveau au-dessus, où tu es reconnu par l'État. Donc en fait, il faudrait que je magouille, quoi, que je me remarie ici d'une manière non réglementaire, etc. Voilà, quoi, et que je sois reconnu. Voilà. Ou sinon, il faut qu'on aille en France divorcer. Tu vois, enfin, c'est un truc de dingue. Mais bon, voilà, on embête les gens avec ça. Mais voilà, ça c'est un vrai exemple. Ouais, ouais, Donc très voilà, intéressant. le troisième point, c'est d'aimer la culture du pays dans lequel tu vas. Parce que ça, tu peux pas vivre. Et c'est pour ça que pour en revenir à la France, c'est ce qui se passe en France, c'est qu'il y a des gens qui viennent, mais qui veulent changer notre culture. Ils veulent pas Mm. l'intégrer. Comme nous, moi j'intègre la culture cambodgienne, je ne suis pas venu ici pour la changer. Je l'intègre. Sinon, je me casse. Si Mm. je n'accepte pas les règles coutumiers, les règles politiques. Toi, le Cambodge est décrit comme une dictature, hein, par les Français quand ils veulent nous faire la morale, hein, les politiques, j'entends. Hein. Mais bah, si t'es pas heureux, si un mec ici, il y a des gauchistes, des gens, allez, soyons polis, des gens au grand cœur, des humanistes qui pensent qu'on peut tous vivre ensemble, etc. Et ce que j'espère aussi pour fond de notre cœur. Hein. On est tous des communistes. Hein. Moi, je suis un communiste de droite à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et puis, par contre, ça les dérange pas de vivre dans une dictature. Tu vois, il y a une certaine dissonance intellectuelle. C'est-à-dire, en fait, eux, voilà, ils sont un peu wokistes, l'homme blanc a fait du mal, etc., 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 etc. La démocratie, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Mais ils vivent dans un pays où c'est quand même plus ou moins la même famille au pouvoir depuis 40 ans. Tu vois. Et ça les dérange pas. Tu vois. Donc, non, moi je dis, je vis dans une dictature, mais avec un despote éclairé. Pour moi, c'est une excellente dictature. Et j'aimerais qu'on fasse la même chose en France. C'est-à-dire, en fait, ils sont très souples économiquement. Tu fais tes business, tes trucs, t'emmerdes pas, c'est ouvert. Il y a une loi qui fonctionne à peu près correctement, parfois mieux qu'en France, parfois moins bien. Voilà, tu as certains principes qui sont différents, etc. Bon, mais on sait qui va être élu, on sait qui va gagner les élections. Et puis, tu sais, en France, il y a eu un régime sous Napoléon III que j'ai redécouvert là il n'y a pas très longtemps, grâce à une vidéo de Je suis pas content, tu sais, de Greg Tadibian, qui a invité le descendant du prince Murat et qui a fait un cours magistral quasiment sur Napoléon III. Tu sais, Napoléon III, ça a été première élection au suffrage universel, direct, hein, donc. Et puis après, Napoléon III, il a fait une dictature. Il a pris le pouvoir, légalement, et puis après, il s'est dit, j'ai pas le temps de transformer la France, j'aime la France, mais j'ai pas le temps de transformer la France si je suis tenu par la course aux élections que ça soit 4 ans, 5 ans, 6 ans ou même 7 ans. Tu fais ta première année, puis dès la deuxième année, le mec commence à faire sa campagne pour être réélu. C'est un business. C'est ça qui tue la politique en partie en France. Et donc lui s'est dit, moi j'ai un véritable programme. Tu sais, toute la rénovation de la France, la modernisation de la France, c'est Napoléon III. Moi-même, je ne le savais pas trop, mais c'est extrêmement intéressant. Haussmann, tout ça, c'est Napoléon III. Bon.
Donc, il a dit, je prends le pouvoir. Donc, il a créé une petite dictature et il s'est devenu Napoléon III, un empire. D'accord. Mais c'est grâce à ça que la France s'est modernisée. Donc, quand un mec intelligent qui aime son peuple réellement, qui n'est pas là pour, qui n'est pas quelque chose de connivence pour placer ses petits potes et ses petits copains, etc. Mais moi, je lui dis, prends le pouvoir, deviens un dictateur. Et je te rappelle que De Gaulle a fait 6 mois de dictature en France, hein, quand il est arrivé en 58. Il faut nettoyer. Pour nettoyer, t'as pas le choix. Donc, regarde la Chine, regarde la Russie, etc. Si tu veux faire, les Chinois ont sorti 500 millions de personnes de la misère. Mais parce que c'est une dictature. Sinon, ça n'aurait jamais fonctionné. Donc, la véritable question, c'est... alors, attention, je ne parle pas d'une dictature à la Corée du Nord, toi. Je parle d'une dictature ouverte, d'une dictature avec un système qui reste raisonnable dans la liberté individuelle des gens, même si en Chine, bon, on peut en parler, mais je pense que j'ai plus de liberté individuelle au Cambodge qu'en France. Tu vois. Et pourtant, c'est considéré par les Européens démocrates. Hein. Je suis sûr que Van der Leyen, tu lui poses la question, on va dire ah bah c'est une dictature, c'est pas bien, nanana, nanana, nanana. Voilà. Mais là, c'est plutôt l'Europe qui devient une dictature avec tout le contrôle de ce Alors qui peut être c'est pas dit une et pas dit dans les dictature, réseaux sociaux. c'est pas une Donc, dictature, c'est une tyrannie. C'est très différent. C'est une tyrannie. C'est beaucoup plus vicieux. C'est beaucoup plus vicieux. En fait, l'Europe est une tyrannie. Il te tyrannise par des, par des décrets, des lois, des trucs. c'est-à-dire, ça te force à accepter, à penser d'une certaine manière. Bien sûr, ça t'oblige, et après, ils peuvent te tuer socialement. Mm. C'est ce qui se passe avec les paysans. Tu as vu que Lassalle a trahi. Jean Lassalle, l'homme politique. Hein. Mais Et il maintenant, sert les intérêts de Macron maintenant. il va travailler pour Macron. Voilà. Mm. Il va créer une dissidence dans le mouvement paysan, hein, avec les chasseurs, là, le grand syndicat des chasseurs qui avait déjà trahi. Et donc, voilà, quoi. Macron, il est très intelligent. La tyrannie est très intelligente. D'accord. C'est parce que. Non, non, moi, je suis pas un dictateur, je ne fais rien. Mais il te tyrannise. Et Jean Lassalle, et dire mais tu veux tout perdre, Jean Lassalle, tu veux aller sur le tapis, qu'est-ce que tu veux faire? Travaille pour moi, je suis pas si méchant que ça, Ouais. regarde, tatati, Bah, tatata. ils ont trouvé le gars qui a la retraite, qui a rien à perdre, qui, Bah oui, oui, je sais, mais ils bon, sont pas n'empêche cons, que. hein. Non, oui, bien sûr, mais tu vois, diviser pour régner. Bah, c'est ce qui se Tout à passe. fait. Ok. Ben, je pense que justement, c'est un petit peu le thème de ta chaîne YouTube. Tu parles de toutes ces choses. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi histoire, philosophie, Hmm. politique? Bah, en fait, c'est parti du principe que l'histoire, bon, bien évidemment, c'est notre passé, mais c'est nos racines. C'est nos racines. C'est-à-dire, en fait, c'est la nation, c'est les racines, c'est la race aussi. Hein. Le mot race, racine, c'est le même. Donc, si tu n'as pas conscience de ton histoire, de ton passé, comment veux-tu te construire? Donc, la première chose, c'est qu'en fait, les gens ont oublié leur histoire. Et pire que ça, l'histoire est réécrite. Et ça, c'est le wokisme. Donc, non, gardons notre histoire, soyons fiers de tout ce que nous avons fait, du bien et du mal. Parce que c'est tout ça qui nous a créés, nous a formés. Et les gens comme toi, qui ont plusieurs nationalités, plusieurs origines, c'est une richesse. Mais la France, elle est Toute aussi nationalité. oui, oui, pardon, mais plusieurs origines. Mais la France, elle est aussi multiculturelle, dans ce sens qu'un Breton, un mec de Lille et un mec de Nice sont très différents. Mais ils ont quand même une nation en commun, d'accord. Et surtout que la Et France, elle a encore beaucoup ses territoires d'outre-mer. Donc, en plus, c'est aussi des cultures différentes. absolument. La France. Mais ce qui nous réunit, c'est notre histoire, d'accord. Et ça, c'est ce que Zemmour avait bien expliqué, etc. Donc, c'est l'histoire, c'est hyper important. Notre véritable histoire. Ensuite, forcément, l'histoire est liée à la philosophie. D'accord. Parce que tu ne peux pas regarder l'histoire sans philosophie. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce que nous sommes devenus par cette histoire et ce que ça nous a créé. Et donc, ça, c'est le côté philosophie. La philosophie, alors, philosophie et religion, un petit peu, hein, je traite toujours un peu de thèmes, c'est ce qui te permet de faire ton espace intérieur. L'histoire, ça va être ton espace, on va dire, culturel. Et la philosophie, c'est ton espace intérieur, ton éveil intérieur. L'histoire, c'est l'éveil de ta nation, de ta culture, de ta race, de tes cultures, etc. Et ensuite, la politique, bah, tout simplement parce qu'en fait, la politique, c'est le futur. L'histoire de la philosophie crée l'homme, mais pour le futur.
d'accord? Et le futur, c'est par la politique que tu vas le faire. Et un des drames de la France, pourquoi Macron a été si mal élu, c'est qu'en fait, tu as plein de gens qui ne font plus de politique en France. C'est un paradoxe. Et je ne sais plus, il y avait quoi, 50% d'abstention. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Si demain, les mecs qui À s'abstiennent, quelle ils votent, élection? C'est 50% d'abstention dans quoi? bah, je crois que c'était aux élections, à la dernières élections nationales, non? Un truc comme ça. Enfin, c'était un taux énorme, non? Aux législatives, ouais. C'était aux législatives. Oui, voilà. Les Mais présidentielles, ça, ça reste quand même 30% de ce d'abstention, truc-là, ouais. bah, c'est quand Ouais, même ouais. 30% d'abstention, c'est énorme aussi. Ouais. T'imagines? Moi, je pense qu'il faut mettre le vote obligatoire. Enfin, il y a deux choses à faire pour la politique, c'est mettre le vote obligatoire, accepter le vote blanc, et là, tu recommences tout. Voilà, enfin, il y a plein de choses à changer. Donc, voilà un peu la thématique de la chaîne, et qui permet normalement de pouvoir t'éveiller et t'amener sur une route de l'éveil, c'est-à-dire prendre conscience de qui tu es, sois fier de tes origines, sois fier même si la France a fait de mauvaises choses, elle en a fait comme tout le monde, eh ben, il faut être fier. Philosophiquement, il faut te construire pour que tu deviennes un homme éveillé, c'est-à-dire plus un enfant, plus quelqu'un qu'on peut manipuler par le bout du nez. Et ça, c'est par un travail de connaissance. Et ensuite, il faut que tu t'intéresses à la politique, parce que la politique, c'est ta vie. C'est la vie de tous les jours, notamment la politique locale, etc., etc. Donc, c'est un peu la thématique de la chaîne. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chaîne politique et quel est son objectif? Est-ce que c'est une chaîne militante ou est-ce que c'est une chaîne, on va dire, métapolitique pour changer les mentalités? C'est quoi l'objectif de la Ouais, chaîne? bah, c'est une bonne question. Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt méta-politique, parce que militante, de temps en temps, oui, je dis aux gens d'aller voter, etc. J'essaye de les ouvrir à une conscience, mais je dirais plutôt métapolitique dans le sens où je peux parler vraiment de beaucoup de sujets très variés, comme, je veux dire, voilà, quoi, j'utilise beaucoup de sujets, que ça soit religieux, culturel, etc. Mais je termine toujours par une touche un peu politique, dans le sens de l'éveil politique, c'est-à-dire le fait qu'il faut, par exemple, toi, je te dis, est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire une dictature en France pendant quelques années pour redresser la France? Je veux dire, toi, parce que dans le cycle, enfin le cycle de notre politique, de ces dernières décennies, hein, depuis Sarkozy, on va dire, quasiment, même Chirac, il avait, ouais, disons Sarkozy, allez, on est rentré dans cette tyrannie, la tyrannie du capitalisme de surveillance. En fait, c'est l'Europe, qui a créé cette tyrannie. On vit sous une tyrannie, nous ne sommes plus libres, et les gens s'auto-emprisonnent dans de fausses certitudes historiques. Tu vois, et ça crée, ça, bah, on va dire que c'est le wokisme quelque part, mais ça va au-delà de ça. Ça crée que les Français renoncent. Beaucoup de jeunes renoncent, en se disant ça sert à rien de voter, rien ne changera. Et le pire, c'est qu'ils ont raison, quelque part. C'est pour ça que je pense, moi, je ne vois qu'une seule solution, c'est, légalement, si c'est possible, ou pas, de trouver un homme, enfin une équipe, avec un homme avec du caractère suffisant, enfin une présence suffisante, pour, je pense, remettre la France sur des rails, refaire des frontières, Frexit ou pas, on verra, et un homme ou une femme d'ailleurs, hein, et de lancer, de sortir la France, comme disait le général de Gaulle, de cette guerre politicienne. En fait, les partis politiques, la politique tue la politique. Hmm. C'est cette guerre de partis. Regarde, oui, tu le vois. Déjà, nous, les souverainistes, on n'arrive même pas à faire une liste commune. Je veux dire, bon, moi j'étais un peu pour le Frexit, pour la sortie de l'Europe, mais je veux dire, voilà quoi. En fait, en gros, il faudrait que. C'est pour ça que nous, on s'est rentrés à l'époque de Zemmour. Moi, j'ai cru que Zemmour allait faire ça. J'ai cru que Zemmour allait faire un truc de la gauche, de Onfray, d'accord, parce qu'ils étaient en contact, et c'est des gens qui Ouais. s'apprécient quelque part. Donc moi, je pensais qu'il allait faire un truc de Onfray jusqu'à Marion Maréchal, toi. Bon, Marion Maréchal, il l'a fait, ou au-delà, ok, et qu'il allait avoir un vrai truc, une vraie force transversale, pour sortir la France de là où elle est. Et puis, tout d'un coup, il est redevenu politicien. Tout d'un coup, il s'est dit, ah ben non, moi, en fait, moi, je suis de droite, en fait. Non, mais en fait, moi, je suis de droite. Ah, je recrée la droite. En fait, voilà. Donc du coup, bah, Onfray laisse tomber, les gens plus à droite laissent tomber, enfin, etc. Donc voilà. Et ça, c'est ce qui tue la France. C'est ce qui tue la France, mais partout, tout le temps. Et donc le mec qui a réussi, qui a tout compris, c'est Macron. Voilà. Macron, là-dessus, Il je le attrape tire au tout. chapeau. Hein, ouais, bah oui, oui, oui.
Oui, regarde Lassalle, regarde Jean Lassalle. Il a même été chopé, Jean Lassalle. Ouais, c'est vrai. Il est Non, mais bon, hein. c'est dingue. Il est fort, quoi. Donc, Mm. demain, qui va choper d'autres? C'est un mec qui est très puissant. Mais le problème, c'est que pour sortir d'une tyrannie, la tyrannie, c'est très. T'as pas un ennemi frontal, tu sais. Tu te sens que t'es pas bien, tu sens que t'es manipulé, tu sens que on t'enlève des droits de plus en plus, tu sens les gilets jaunes, ça s'est arrêté comme ça, les paysans, je pense que ça va s'arrêter comme ça aussi. Au bout d'un moment, ils te tiennent, c'est tellement difficile. Et la vérité, c'est ce que disait d'ailleurs Pierre-Yves Rougeron, tu as peut-être vu la vidéo Ouais, j'ai que vu que j'ai tu en as sur la fait chaîne. une. J'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais Bah, je t'invite à regarder, c'est assez intéressant. En fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, la conclusion, c'est qu'en fait, les Français n'ont pas assez souffert. Les Français n'ont pas assez souffert. Et donc, ils ne sont pas prêts au sacrifice mm. ultime qui est de se dire, par exemple, prenons la sortie de l'Europe, d'accord? Parce qu'il faudra à un moment donné sortir de l'Europe. Je ne pense pas qu'on puisse refaire l'Europe de l'intérieur, elle est trop tyrannique. Mais bon, allons-y par étapes. Là-dessus, Marion Maréchal a été subtile et elle est intelligente. Euh, Mais ne serait-ce que ça, comment veux-tu reconstruire la France tant que tu es sous la tyrannie de l'Europe? Regarde les paysans. Je veux dire, les paysans vont crever en France. Mais ils Il s'en faut foutent. sortir de la tyrannie de l'Europe. Et éventuellement via un Frexit. En tout cas, il y a beaucoup de Français. Toi, tu parles de comment remettre la France dans les rails. Mais en tout cas, tu crois toujours quand même au vote. Je rencontre beaucoup de Français qui sont à l'étranger, y compris au Cambodge, en Thaïlande, etc., qui m'ont dit, je me rappelle à l'époque, ça m'avait marqué. On faisait une réunion, c'était des restaurants français, etc. Donc, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ils voient un groupe de Français qui discutent. Donc, je lui explique, bon, voilà, monsieur, je suis en campagne, etc. Et il me dit, voilà, qui tu représentes? Ah, Zemmour, très bien, etc. Mais on était arrivé à la conclusion qu'il n'allait pas voter. Donc, il me dit, oui, mais Zemmour, très bien, mais de toute façon, les Français, c'est tous des cons. Je vote plus depuis 15 ans, je suis bien en Thaïlande, tout ça. Je crois plus en la France, etc. Donc, est-ce que c'est un petit peu ton état d'esprit? Parce que je me rappelle que tu soutenais Zemmour, donc maintenant, j'ai l'impression que ça a changé. Est-ce que tu y crois encore? C'est quoi ton état d'esprit maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France avance et pour que les Français ouvrent les yeux? Est-ce qu'ils vont ouvrir les yeux? Bah, toute la question est là. Et en fait, tu as deux solutions, si tu veux, vis-à-vis de ça, pour les Français de l'étranger. Euh, tu as. Alors, moi, je vais continuer à voter, bien évidemment. Là, je vais voter aux élections européennes pour Marion Maréchal, parce que je l'ai trouvé très subtil et intelligent, mais pas pour Zemmour. D'accord? Zemmour, c'est comme Asselineau, il faut qu'il se remette à faire des livres. Très intéressant. Ouais. Ce sont des exégèses. D'accord? Asselineau, c'est lui qui m'a ouvert les yeux en 2018 sur l'Europe. D'accord? Donc merci, monsieur Asselineau, là-dessus. Zemmour, il nous a ouvert les yeux sur les problématiques de l'immigration. Donc merci Zemmour. Mais retournez écrire des livres. Faites des vidéos, des livres, faites vos véritables travaux d'instruction. Il a un D'accord? rôle d'idéologue. Donc on écoute ce qu'il dit, Oui, on le suit, idéologue. mais c'est pas à Mais il lui sera jamais d'être le élu. candidat, Il d'être sera jamais le élu. politique. Oui, mais il sera jamais élu. Je te le dis, il sera jamais élu. Comme Asselineau. Jamais, jamais, jamais. Marion Maréchal, oui, peut-être. Voilà. Là, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut choisir ceux qui ont un potentiel d'élection. Hmm. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut enlever tous ces problèmes d'ego. Zemmour est tombé dans un problème d'ego, mais après c'est humain, hein, nous sommes faibles. Moi le premier, je suis faible tous les jours. Mais il faut, à ce moment donné, trouver la personne, créer un groupe, un front commun, je pense, mais on n'y arrive même pas, c'est ça qui est lamentable. Et de mettre en avant quelqu'un qui peut être élu. Bon, pourquoi pas Marion Maréchal? Alors moi je te dis, par exemple, le Front National, Bardella, moi, j'ai du mal avec lui parce que pour moi, c'est un menteur. C'est un menteur c'est dans le sens où je sens pas, toi. Moi, je crois qu'il est gay, et ben, qu'il fasse son coming out, qu'il le dise, tu vois. Je n'aime pas les gens qui louvoient, qui sont pas clairs, etc. Alors ça, au moins là-dessus, Zemmour était clair. Mais le Qu'est-ce qui problème te fait de, croire ça? Si on peut faire une petite parenthèse, parce qu'il est en oh non, couple avec c'est un sentiment que j'ai. Le Pen. C'est un sentiment que par le langage du corps. C'est un sentiment Ok. que j'ai par le langage de son corps, notamment avant les meetings, quand tu le vois avant les meetings, tu sais, quand il n'est pas encore sur scène, Mhm. il est totalement différent. Son langage du corps, il fait vraiment folle, quoi. Bon, Après, après, moi, je m'en même fous, hein. ça, à Non, la rigueur, on s'en oui, fiche. non, mais le problème, c'est pas ça. C'est que tu sois pédé ou pas, on s'en branle. Ouais, Le mais problème, c'est de ils le mentir aux disent, gens. tu penses qu'il faut le dire? Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Bien sûr, c'est comme Zemmour, par exemple, il est juif. Hmm. Eh ben, si demain, la France est en guerre avec Israël, où est-ce qu'il va aller? C'est le problème des doubles nationalités dont on parlait tout au début.
C'est qu'en fait, moi, j'ai une grande admiration pour la culture juive, le peuple juif. Il est juif, mais il n'est Mais, pas israélien, il est que français. ouais, mais pose-toi, regarde ce qui s'est passé avec Gaza. Hein, quand il y a eu les actes d'horreur qu'ils ont trimballé cette pauvre fille en pick-up, etc. Combien même ça soit manipulé par X ou X, Y. D'accord. Tous les juifs du monde, moi j'ai des amis juifs ici, j'ai tout de suite contacté. Toi, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé en Israël, etc. Euh, euh, et ils se sont révoltés et ils luttent pour leur survie, je comprends. Mais Zemmour, si un jour la France dit stop avec Israël comme De Gaulle l'a fait, et il dit nous, on veut que la Palestine soit reconnue comme un État, contre l'avis d'une partie des Israéliens. Toi, comment tu fais c'est le problème des doubles nationalités. Moi, par exemple, si un jour la France et l'Angleterre sont en guerre, je reste français. Je brûle ma nationalité britannique. Mais lui, il ne le fera pas. Il ne brûlera pas sa culture juive. Même combien. Alors, je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Mais le problème des Juifs, c'est qu'en fait, ils ont une nation portable. Ils ont une nation portable. Quoi que tu fasses, et ça, je l'admire, parce que c'est comme ça qu'ils ont survécu pendant toutes ces dernières euh, des, 2000 ans, toi. C'est que culturellement, ils sont très forts. Donc ça, c'est voilà, plusieurs problèmes. Donc je pense qu'il ne sera jamais élu, pas pour ça, hein, mais par ailleurs. Donc en fait, il faut trouver quelqu'un, il faut le porter et faire un programme transversal. Les Français, ils veulent autant de social que de problématiques migratoires. Quand je te dis que Zemmour, tout d'un coup, il s'est dit ah ouais, je refais la petite droite. En fait, je suis droite, patati patata. Et ensuite, il s'est fourvoyé avec ses problèmes de prénoms, de trucs. Et il s'est focalisé sur l'islam. Oui, l'islam est un problème. Bien évidemment, l'islam est un problème. Mais la France la France et la deuxième religion en France, c'est l'islam. Tu peux pas, voilà. Donc en fait, soit tu les intègres les mecs, soit tu les tues. Je vois pas d'autre solution. Mais non, mais il faut être réaliste. Ouais. Donc soit tu les intègres. On ne peut Bon, pas ceux tous les qu'on. remigrer, c'est sûr, hein, je Mais vois ce que non, mais ils non, sont, mais d'abord ils ne voudront jamais. immigration, remigration, c'est pas Non, possible. Ils sont mais trop nombreux. l'Algérie, tu crois que l'Algérie va accepter tous ces mecs-là? Ils sont contents qu'ils se cassent. Donc non, en fait, il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui, d'accord. Mm. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un petit peu de subtilité. Il faut pas il faut redevenir à du gaullisme, c'est en fait les États-Unis sont autant nos ennemis que la Russie. Alors voilà, le cas de la Russie, très intéressant. Tu vois, on savait que le Front National, même Zemmour, une grande partie de la droite française admire Poutine, dans le sens où moi je l'admire aussi, c'est que c'est un Napoléon. C'est un Napoléon qui a redressé son pays, qui protège son pays, etc., etc. Tout d'un coup, les Américains nous disent non, mais en fait, il est méchant. Ah bah oui, en fait, il est méchant. Ah bah oui, en fait, il est méchant. Et les nazis ukrainiens, ah bah eux, ils sont gentils. Quand tu vois que BHL, juif, sioniste, d'accord, c'est un juif sioniste, BHL, tout à son honneur. Moi, je suis nationaliste, je respecte les sionistes. Va en Ukraine rencontrer des mecs de Azov qui sont aussi des nationalistes, mais à tendance un petit peu quand même ultra raciste. D'ailleurs, je fais une parenthèse, tu sais qu'en Ukraine, il y avait beaucoup de Vietnamiens. Et je peux dire qu'ils ont souffert. Les Ukrainiens, c'est des gros racistes. Hein. Ah. Ouais, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'échanges à l'époque communiste, hein, j'entends. Et, euh, et, euh, et les mecs, bah non, en fait, ça c'est bon, c'est gentil. Toi, c'est ce deux poids, deux mesures. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais là, tu vois, il n'y a aucun homme politique. Là, peut-être, mis à part Asselineau. Là, je lui retire son chapeau. Mais tous les autres, ils ont fait tous marche arrière par peur. Tant que tu as peur, tant que tu auras peur, tu ne pourras pas devenir un leader. Tu vois, s'il y en avait un qui avait tenu tête officiellement en disant oui, j'aime Poutine, c'est mon ami. Et alors, la France n'est pas en guerre avec la Russie. Tu vois, ça aurait été les gens se seraient dit ah putain, ce mec-là, il n'est pas comme les autres. Mm. D'accord. Il résiste à la tyrannie. Et je pense que les Français, ils attendent une personne qui va résister à la tyrannie, qui sera forte, qui dira moi, je m'en fous, je ne fais pas de politique politicienne, je sauve la France. Et si on doit faire la paix avec la Russie, bon, on n'est pas en guerre, cela dit, mais bon, demain pour sauver la France, bah, faisons-le. Voilà. Les Ukrainiens, on les aide comme on peut, c'est gentil, mais voilà, faisons la paix. Et pareil pour l'Israël, hein, toi. Pareil pour Israël. En fait, on est dans des trucs clivants et en fait, la tyrannie nous clive, elle nous divise en permanence. Tu vois, Marc, elle nous divise. Elle divise pour régner. C'est la plus grande force de cette tyrannie européenne. Et Macron est très subtil. Très subtil. Tu vois, maintenant, il essaye de faire peur avec sa petite guéguerre. Tout ça, c'est de la politique interne française.
c'est pour encore une fois faire peur, diviser, etc., pour que les gens ne votent plus, aient peur de voter pour quelqu'un qui n'est pas clair. Bon, voilà. Donc non, il faut continuer à voter, Marc. Mais bon là, tu m'as beaucoup parlé d'Asselineau, et qu'en est-il de Filippo et de oui, Nicolas bah, Dupont-Aignan? oui, 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 oui. Mais Qu'est-ce que tu penses d'eux? alors moi, je les admire dans leur combat, mais pareil, ils seront jamais élus. Filippo, il n'a pas la carrure ni le charisme. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, c'est un petit bourgeois de droite. Je veux dire, il est sympa, mais c'est pareil. Lui, il a tendance aussi à survivre. Hein, toi, c'est le mot joli, hein, comme Jean Lassalle. Pourquoi voilà, c'est des gens. En fait, c'est des professionnels de la politique. Quand tu es professionnel de la politique, moi, c'est pareil. Moi, je vais pas m'engueuler avec mon plus gros client, tu vois. Je serais Hmm. obligé de faire un peu le faux cul, même s'il a tort, je vais pas lui dire directement. Toi, c'est compliqué. Tu peux pas cracher sur la main qui te nourrit. Ben pour l'instant, ces gens-là, ils sont quand même un peu nourris par l'Europe, par la tyrannie européenne. Donc, ils vont Philippot un peu moins. Donc, non, c'est pas ces gens-là qui peuvent sortir la France de la merde. Filippo, il est indépendant, il a aucun mandat d'élu, donc il Ouais, est pour juste l'instant, il n'a aucun du mandat parti. d'élu. Et Oui, voilà. oui, Bah, oui. après, c'est Non, vrai qu'il n'a Philippot, pas il, le charisme, la carrure, voilà, c'est autre chose. ouais, non, je pense pas. Non, non, mais Philippot, il a fait c'est pareil. On a besoin de ces gens-là. Mais c'est pas. En fait, le problème, c'est que tous ces mecs-là veulent être le numéro un. Mais ils sont pas numéro un. Ils n'ont pas la carrure d'un Et le numéro seront un. jamais. Et ils le seront jamais. Donc trouvons cette personne ou cette femme, cet homme ou cette femme. Moi, j'écoutais le général Delaware et qui est très intéressant. Toi. Peut-être qu'il faut sortir un militaire. Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un qui ne veut pas y aller. Toi, Pierre-Yves Rougeron, par exemple, c'est un jeune, mais lui, il a un potentiel. Je pense qu'il a la carrure, le potentiel pour pouvoir le faire en travaillant un peu, mais ou quelqu'un d'autre. Mais il faut trouver cette personne. Ou Marion Maréchal. Si Marion Maréchal, par exemple, se détache de Zemmour, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est grillé, Zemmour, en France. Il est considéré maintenant comme un gros raciste, identitaire juif. C'est bête à dire, hein. Il a d'excellents côtés, etc., etc., mais il est grillé. En France, il est grillé. Les Français, en fait, ils n'aiment pas les gens extrêmes comme ça. C'est pas dans la nature française. Ils veulent quelqu'un de fort, mais pas clivant, tu vois. Et Et Marion social. Maréchal, elle paraît moins clivante. Ouais, non, non. Elle coche toutes les cases, Elle elle coche toutes présente les bien. cages. Ouais, et puis elle est très intelligente. Et moi, je l'avais vu à Thinkerview, qui était pourtant compliqué, hein, parce que à Thinkerview, les mecs, ils sont pas forcément trop. C'est spécial quand même cette chaîne, même s'ils font du très bon travail. Hein. Bah, je trouve qu'elle s'en est extrêmement bien sortie. Elle s'en est extrêmement bien sortie. Elle était subtile. Toi, elle dit pas non au Frexit. Toi, elle amène les choses dans une certaine douceur Hmm. féminine. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, mis à part sortir un général un petit peu du chapeau et puis le mettre en avant, mais même ça c'est compliqué parce que même Tozin, enfin je veux dire, non pour l'instant je vois pas beaucoup Hmm. d'espoir. Non, Bah, sauf ça, elle peut-être. c'est Voilà. très intéressant ce que tu dis parce que moi, je pose souvent la question sur Twitter. Par exemple, je dis RN Reconquête et j'ai plein de gens qui me disent Frexit, Frexit, Frexit parce que tous les autres, c'est des pro-européistes, des pro-atlantistes, etc. Ah, mais Le vote qui soit intéressant, c'est Asselineau, c'est ouais, mais c'est un Frexit. faux débat. Qu'est-ce Ça, que, c'est un qu'est-ce faux que tu débat. leur, qu'est-ce que C'est tu un faux leur débat. dis à toi? Parce que toi, C'est un, justement, moi, c'est un j'y faux crois débat. forcément. Ouais, non, mais je vais te dire, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est qu'en fait, ce qu'a dit Marion Maréchal à ce niveau-là est très, très intelligent. C'est que d'abord, nous ne sommes pas des Anglais. Nous ne sommes pas insulaires. Nous sommes profondément européens. Et après, on nous a tellement nettoyé la tête et le cerveau avec ça, c'est que tu vas dire aux Français, il faut sortir de l'Europe tout de suite et que tu vas perdre 20% de tes économies parce que le franc nouveau va un peu s'écrouler, il aura une déperdition, ce qui est normal, et ce qui permettra de lancer l'économie. Mais le français, il est quand même un peu paysan. Dans le sens du terme paysan, c'est celui qui est un peu avare, toi, qui veut pas trop garder son petit truc, etc. Donc ça fait beaucoup Madame trop peur. Michu, il voit ce qui lui concrètement Ouais, ça fait beaucoup fait trop peur. peur. Ça fait beaucoup trop peur. Donc je pense que la bonne attaque, et d'ailleurs on l'a vu avec Asselineau, tu vois, quand tu vas frontalement, bah, tu as 1% hein, maximum. Quoi. Et c'est Hmm. pas parce qu'il passe pas à la télé ou ces trucs. Regarde Philippot, qui est tout de suite aussi pour le Frexit, et lui qui passe beaucoup plus à la télé. Mais ça doit être son réseau gay. Parce que si tu veux, la France est faite de réseaux, hein, de plein de réseaux, etc., etc. Et moi, j'étais franc-maçon, hein, d'accord 15 ans. Donc, je peux te parler de réseau, d'accord mais je pense que le réseau le plus puissant en France aujourd'hui, c'est le réseau gay. Et personne n'en parle trop. Ou C'est alors assez intéressant. LGBT plus globalement. Ouais, mais c'est la même chose. Ouais. Il y a un mec qui est très Et, intéressant à ce niveau-là, c'est Thierry Messant. Tu vois ce qu'il c'est, Thierry Messant?
un ex-SOS racisme, gay, ancien catholique. Lui il a coché toutes les cases à la bonne époque, toi, de SOS racisme. Un ancien catho qui devient gay, qui protège toutes les minorités, LGBT, juifs, arabes, toi, le SOS racisme pur, et il se fait, C'est un woke avant l'heure. ouais, mais il s'est fait défoncer par le système. Parce que c'est lui qui a commencé à parler, tu sais, du World Trade Center, des avions dans les tours, etc. Et il s'est fait défoncer par le système. C'est très intéressant de voir comment le système broie ses propres enfants, comment la tyrannie tue ses enfants. Donc pour revenir au Brexit, je pense qu'il faut faire au Frexit, pardon, je pense qu'il faut faire comme ce que fait Marion Maréchal. C'est pour ça que je vais voter pour elle. C'est qu'elle a dit, pour l'instant, je ne dis pas non au Frexit, mais essayons d'abord de changer l'Europe par l'intérieur. En fait, si tu veux, c'est toujours la même histoire. C'est qu'en fait, il faut tester, 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 tester. Et quand tu as vu que plus rien ne marche, bah, tu vas dans l'option la plus violente. Mais les Français, ils veulent pas aller tout de suite dans l'option la plus violente parce que c'est pas des gens violents, les Français. C'est des guerriers, c'est des combattants, mais c'est pas des violents. Ils ont pas ça. Les Anglais, c'est des violents. D'accord, Les le Américains. hooliganisme, il est né en Angleterre, hein, pas en France. Hein. Mm. Même si après, il y a eu des hooligans français, bien sûr, mais le hooliganisme, c'est une culture anglaise. Hein. Les mecs, ils vont au pub, ils se peintent la gueule et après, ils se frappent dessus. Tu vois, les Français, c'est pas trop le cas. Ils sont beaucoup plus soft, quelque part. Par Ouais. contre, quand ils s'énervent, ils vont plus loin. Un peu comme les Asiatiques, quelque part. Mais donc, non, ce que dit Maria Chal est bien plus intelligent, c'est qu'elle dit oui, essayons d'abord, parce qu'il y a beaucoup de changements en Europe, etc. Bon, entre parenthèses, j'y crois pas une seconde, hein, parce que la tyrannie est trop forte. Mais ça, tu vas le démontrer aux Français. Tu vas dire aux Français, on essaye. On veut protéger nos paysans, essayons de protéger nos paysans par l'Europe. Les Français, c'est des gens intelligents et qui veulent une démonstration. C'est des mathématiciens, les Français. D'accord, c'est le peuple de la mathématique, la France. Mm. Donc, il faut leur faire une équation. On a essayé ça, et peuple de France, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, il faut sortir de l'Europe. Et là, ils diront tous oui. Et tu leur expliqueras les sacrifices qu'il faut faire, ça va faire, etc. Et je pense qu'ils seront d'accord. Mais il faut d'abord tout essayer avant. Et donc ça, c'est ce qu'elle va faire, je pense. C'est ce qu'elle a dit, en tout cas. Et c'est très intelligent. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, je pense que c'est la meilleure candidate de loin, parce qu'elle a cette ouverture d'esprit. Et donc après, elle l'a dit clairement, si ça fonctionne pas, eh ben, on fera le Frexit, sortie de Ouais, l'euro, de bah, c'est ma l'OTAN, position etc. aussi, hein. Bah oui, Il faut d'abord essayer. bah, Très bien. essayons. Bon, Marc, moi, j'y crois pas, hein, mais essayons. On sait jamais. On sait jamais, essayons. Essayons de faire un truc plus Moi, soft je par pense que c'est l'intérieur. possible, hein, si tu vois tellement de pays européens qui sont en train de basculer à droite. S'il y a une majorité à droite au Parlement européen, ça, bon, je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, tu es Essayons. obligé de passer par effectivement la case essai. Il faut essayer. Sinon, ça sert à Non, rien non, d'être je européen. pense que c'est ce que les Français veulent. Il faut essayer, mais c'est une démonstration. Et si ça ne fonctionne pas, et ben là, il faut en tirer les conséquences et Mhm. agir dans le sens opposé, donc un peu plus violent. Et les Français l'accepteront à ce moment-là. En Mhm. fait, ils veulent une démonstration. Et après, pour terminer sur ce que tu disais, l'autre option, c'est de rester en soi. Donc ça, c'est l'option qu'on a ici, que certaines personnes ont ici, hein, notamment ceux qui sont très enracinés, comme Pierre-Yves Clay, par exemple, avec qui je discute souvent de ça. Lui se considère, si tu veux, d'ailleurs, il faudra que tu l'invites sur ta chaîne un jour, il se considère comme un créole, si tu veux. D'accord. Donc lui, il n'a plus d'espoir avec la France, quelque part. Et il se dit, bon, moi, je refais ma France au Cambodge. Tu vois, là, du coup, on est des créoles. Comme Mhm. tu as vu Dustin Poirier qui a mis KO Saint-Denis, Ouais. Benoît, très beau match. Bah lui, c'est un créole. C'est un Cajun. Son père parle couramment français à Dustin. Tu vois, et De ils ont Simple Ah, gardé. je savais pas ça. Ouais, bah, son père, il parle français, c'est des Cajuns. Même lui, il doit parler un peu le français, toi. Donc, c'est des Français, il est français, quoi, d'origine. Et en fait, ils ont gardé la culture française. Mhm. Il y a plein de mots qu'ils ont gardés, des trucs, etc. Ben voilà, donc ça c'est l'autre option, c'est que si on s'en sort pas en Europe, là du coup j'invite à toutes les bonnes volontés à partir, parce que là ça sera foutu Mhm. quoi. Si c'est foutu pour être foutu, ben recréons la France ailleurs. En fait, je dis souvent ça, c'est un petit peu le but, mon deuxième but. Le premier, c'est la politique, il faut que ça arrive, mais imagine que ça ne change pas. La France est foutue, un jour ou l'autre, elle va être islamisée, etc. On recrée la France à l'étranger, et en fait, finalement, ce que font les Juifs très bien, comme tu as dit, Tout ben, en à fait, fait, tout à c'est fait, ça. tout à fait. Il faut Ah, il faut créer. prendre exemple sur eux. Il faut prendre Les exemple. Juifs, c'est un petit peu. Ils ont une nation dans leur cœur partout dans le Hmm. monde. Mais nous, Nation c'est pareil. portable, nation On est des portable. Français partout dans le monde et on peut être des Français nés au Cambodge, à Hong Kong, depuis des générations. Mais on a une langue française encore, si possible. Mais en tout cas, on a une identité française partout Ouais. dans le monde. On devient un peuple
comment on appelle ça, diasporique. Oui, oui, c'est une Un peu comme les diaspora. Libanais. Les Oui, Libanais oui, oui, aujourd'hui, maintenant, oui, ils sont oui, partout dans oui, le oui, monde et ils sont oui, plus vraiment oui, exactement oui, au Liban sur leur oui, oui, territoire. oui, oui, oui. Mais alors ça c'est intéressant, si tu veux. Oui, tout à fait. Donc ça c'est l'option, c'est le plan B. Voilà, Voilà, si c'est c'est foutu ça. pour foutu. Et c'est ce qu'on fait tous un petit peu. C'est ce que tu fais à Hong Kong, c'est ce que nous on fait au Ouais. Cambodge. Bon, moi j'ai pas d'enfants, le destin m'en a pas donné, mais j'aurais eu des enfants. Bon bah j'aurais appris la langue française, toi, bien évidemment, la Tu culture peux adopter. française. Tu peux adopter Tout des le... Cambodgiens Ouais, et en bon, faire des ouais, tu Français. sais, moi j'ai 55 C'est ans, ma femme est un peu plus c'est âgée que moi. nationaliste. Non, je sais, mais moi, je suis une fin de race. Tu vois. Moi, personnellement, je suis une fin de race. Après moi, il n'y a plus de McCartney de ma lignée. Je suis ce qu'on appelle une véritable fin de race, Marc. J'ai mon père, c'est un fils unique. Il avait 3 oncles, ils ont fait 0 enfant. Enfin, je veux dire, toi, je suis une fin de race. Et bon, par moment, ça c'est le côté on ferait, mon côté on ferait. Tu vois, je prends un bon verre de vin, je rigole et je me dis bon bah voilà, je meurs, je suis une fin de race. Mais dans ce plan-là, c'est-à-dire de recréer une France créole au Cambodge, au Vietnam, en Amérique, etc. Ça s'est fait. Mais le problème, et ça c'est encore une autre vidéo que j'avais faite sur ce sujet, c'est qu'en fait les Français, quand tu vas à New York, il n'y a pas de quartier français. Il n'y a pas de mafia française. Manhattan, ouais, ouais, ok. Il y Non, a des Français, il y a non, des quartiers où il y a un peu non. plus de Non, Français. Il n'y a pas il y a un vraiment moment donné, de. tu Il n'y peux a pas avoir un un peu plus de français, communautarisme mais français non. assez fort. Non, Ouais. non, non, non. Et je vais te dire, mais c'est dans le monde entier, d'accord. Tu vas avoir un quartier irlandais, tu vas avoir un quartier italien, tu vas avoir un quartier polonais. Aux États-Unis, tu as des villes polonaises. C'est pour ça que les Polonais sont hyper influents avec les Ouais, ouais. États-Unis. Mais pas français. Et pourquoi? Et ça, je vais te faire une anecdote. À Très l'époque où intéressant. j'étais encore avec mon associé en France, avec Michel et donc Thierry, on va au Canada, parce qu'à un moment donné, on voulait s'installer au Canada. Le Canada faisait des portes ouvertes aux nouvelles technologies, les trucs, etc. Donc on fait un tour au Canada. Business, tu vois. Et donc on fait les touristes moyens. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On visite une réserve d'Indiens, tu vois, au Québec. On va visiter une réserve d'Indiens. Donc on arrive à la réserve, tu vois. Et là, je vois un mec, genre surfeur blond aux yeux bleus. Et je lui dis, mais excuse-moi, il y a un peu de bruit, ça sonne. Les Donc, voisins? non, c'est en fait les livreurs d'eau, là, je crois, qui arrivent. Donc, mes gros chiens sont partis à l'attaque, défendent leur territoire, ce qu'on ne faisons plus. C'est ça un espace de paix. Ils défendent leur espace. Tu vois. Voilà. Donc, on va dans cette réserve et le mec qui nous accueille, le guide, quoi, il ressemble pas du tout à un Indien. Et je lui dis, au bout d'un moment, mais je lui dis, mais comme ça, je peux pas m'en empêcher, mais je lui dis, mais physiquement, quand même, tu ressembles pas trop à un Indien, quoi. Il me dit, ah oui, je sais, etc. Non, non, mais t'inquiète pas, mon père est indien, je sais pas quoi, etc. Et pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les Français se mélangent. Les Français au Canada se sont mélangés. T'as des princes français qui se sont mariés avec des princesses indiennes. Le français se mélange, se métisse. D'accord. Mhm. Donc, quand Mélenchon il dit qu'on est un peuple créole, il n'a pas tort dans un certain sens. Mais sauf qu'il faut du temps. Toi, il faut rien brusquer. Alors, peut-être qu'un jour, on sera tous créoles, c'est peut-être l'avenir du monde. Mais pour l'instant, je te dis, les Français, et ça, c'est un des points particuliers de la France, et c'est là où tu vois la gentillesse des Français, le cœur ouvert du peuple de France, c'est qu'au Canada, les Indiens se sont tous métissés avec les Français. Et les seules réserves qui existent encore, c'est plus à l'est, toi, et ils sont plus américophiles. Toi, c'est plus des Indiens qui sont revenus d'Amérique. Et tu sais que le Canada était en guerre avec les États-Unis. Hein. En fait, aux États-Unis, au Canada, il y a eu tout un peuple métis franco-indien qui se sont révoltés et ils ont fait la guerre avec les États-Unis, qui ont attaqué. Enfin, il y a toute une histoire très intéressante, C'était en avec quelle un chef année? de guerre, etc. Bon, Ça, c'est du c'est longtemps, 800, ça. je crois, par là, ouais. J'ai plus tous les détails en tête, mais très intéressant parce qu'en fait, les Français se marient avec se mélangent. Ici, au Cambodge, la plupart des Français se sont mariés avec des Cambodgiennes et ont des enfants métis. Oui, bon, Mais pareil par en contre, Thaïlande, au ouais, Japon, oui, oui, partout. oui, Hein. oui, oui. Mais ça, aux États-Unis, par exemple, nos amis WASP anglo-saxons, hein, les White Anglo-Saxon Protestants, ils ne se sont pas mélangés. Les Hollandais ne se mélangent pas, les Anglais ne se mélangent pas, ou très peu. Beaucoup moins, tout du moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quartier français à New York, à Boston, des trucs. C'est parce qu'en fait, les Français se mélangent. Mais ça, pour revenir là-dessus. Mais par contre, on garde notre culture. Et toi, que même Dustin Poirier. Parce que là, j'avais fait une vidéo en fait le bashing français, sur le fait que les Français sont encore considérés aux États-Unis. Et ça, c'est une propagande hollywoodienne. Hein, considérés comme des lâches, tu sais, ils se rendent tout le temps, etc. etc. Donc ça, c'est un pataquès. C'est une,
Certains parlent anglais, regardez ma vidéo sur le sujet, c'est une propagande américaine anti-française, anti-De Gaulle. Bon, je ferme la parenthèse. Mais Dustin Poirier, il est de culture française. Il se dit cajun. Tu vas au fin fond des cajuns américains, et, même si on a interdit la langue française, tu sais, pour eux. Ils n'avaient plus le droit d'apprendre le français. La génération d'avant, hein, pardon, excuse-moi, deux, trois générations avant, l'école, ils ne pouvaient plus apprendre à parler français. Tu vois, et ils ont quand même gardé le français. Enfin, son père, il parle couramment français. Et lui, on lui a interdit d'apprendre le français à l'école. D'accord. Donc, les Français, culturellement, sont forts. Donc, ils s'attachent, même s'ils se mélangent, ils s'attachent à une culture française. Regarde le Québec. Le Québec, toutes les pressions qui ont été faites au Québec pour interdire le français ou les métisser totalement, enfin, les mélanger dans un anglicisme, etc., ben, ils ont résisté. On résiste. Et ça, c'est ce qui donne encore de l'espoir avec la France. Et je me dis que la France va s'en sortir et se réveiller à un moment donné, et elle redeviendra ce qu'elle a dû toujours être, c'est-à-dire une troisième voie pour le monde, c'est-à-dire une voie ni américaine ni russe, et une voie indépendante à la De Gaulle. Et c'est toute la force de la France, c'est que la France, elle peut parler avec tout le monde. Enfin, plus aujourd'hui, hein, avec Macron. Hein. Mais normalement, la France, elle a pu parler avec tout le monde. Elle peut parler aussi bien aux Juifs qu'aux Arabes. Ça, c'est exceptionnel. Hein. C'est pas tous les peuples qui peuvent faire ça. C'est que on est ouvertement tolérant, intelligent et pragmatique, et on marche par démonstration. Tu vois, l'Europe, on marche par démonstration. Jusqu'à temps qu'on nous démontre que quelque chose est potentiellement mauvais, on n'y croit pas comme ça, on ne se laisse pas avoir. La deuxième guerre d'Irak, on n'y a pas été, etc. Tu vois, c'est l'intelligence française. Donc il y a encore de l'espoir. Mais bon, sinon plan B, on part tous et on recrée la France à l'étranger. Non, moi, je joue sur les deux plans A et B en même temps maintenant. Je pense qu'on peut déjà faire le plan B. Ça, c'est ton côté Plusieurs. hongkongais, Macao. C'est le joueur de casino. Faut préparer l'avenir. 50-50 probabilité. Ok. C'est Bah, ça. très bien. Alors, en tout cas, là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Tu dis que la France parle avec tout le monde. Euh, Comment tu expliques qu'il y a une telle divergence entre la Russie et l'Ukraine? Tu as parlé de Pierre-Yves. Je sais que Pierre-Yves est beaucoup plus le côté ukrainien. J'aimerais bien lui en parler. C'est quoi ton point de vue là-dessus sur Euh, en- rapidement, on va pas en passer une ouais, heure bah, parce si qu'on tu veux, pourrait, quoi. c'est Il parce y a que beaucoup en de gens fait, qui sont. Je vois par exemple Daniel Conversano, il est très ouais, pro-Ukraine, ouais. En fait, anti-russe. c'est Donc, c'est intéressant ce qu'il ce qu'il dit. Ouais. entre guillemets, les identitaires européens, d'accord, sont de fait pro-ukrainiens Ouais. parce que pour eux, si tu veux, la Russie, c'est déjà la Chine. D'accord. Oui. C'est du racisme anti-chinois, anti-asiatique. D'accord. Pour faire les choses de très caricatural, mais en gros, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, et ça, ça a toujours existé avec la Russie. Et ce qui est vrai, la Russie, pour moi, la Russie, ce n'est pas un peuple européen à part entière. Ouais, c'est très cosmopolite, c'est un Oui, melting non, pot, la mais Russie. d'abord parce que c'est un empire, mais si jamais la Russie s'était arrêtée, n'avait pas créé cet empire et s'était arrêtée, on va dire, aller au mont Oural, etc., elle aurait fusionné avec l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, d'accord. Et ça aurait créé une sorte de grande Ukraine, russo-Ukraine, etc. D'ailleurs, c'est mes ancêtres qui ont créé la Russie, hein, la Rousse, hein, c'est les Suédois, les Varegs. Et voilà. Mais comme la Russie est devenue de fait un empire et qu'elle s'est étendue à l'est, on peut pas dire que la Russie est un pays européen. C'est faux. Tu imagines, la Russie, elle va jusqu'au Japon, quoi. Donc en fait, c'est un empire à part entière, mais dans lequel la France, on n'est pas du tout en guerre. On n'a rien contre les Russes, nous, historiquement, etc. Au contraire, ça a plutôt été souvent des alliés pour compenser les Anglais. Même si parfois ils se sont alliés avec les Anglais, etc. Mais ça, c'est la politique et la guerre. Donc en fait, pour les identitaires, pour les identitaires un peu nationalistes, etc., bah, ils ont subi ça comme une attaque de vague orientale Civilisation européenne. voilà, et qui mettent en danger la civilisation européenne. C'est exactement ça. Bon, cette histoire, on la connaît. Quand il y avait le bolchevisme en 1940, 41, jusqu'à 45, là, il y avait un véritable danger, d'accord. Parce que le bolchevisme de début était vraiment jusqu'à ce que Staline tue Trotsky, c'était violent, quoi. C'était violent, c'était une politique quand même étrange, etc. Bon, après Staline, ça, on pouvait un peu discuter avec lui, c'était différent, mais enfin, ça restait des régimes quand même, là, du coup, pas tyranniques, mais totalitaires dans le sens du terme, de dictature pure et dure. Mais en fait, c'est un peu ça qui se rejoue, et je pense ils se font abuser, entre guillemets, dans le sens où ils n'ont pas une perception mondiale et globale.
civilisationnelle de ce qui se passe en ce moment. Alors oui, les Russes ont attaqué l'Ukraine, mais parce que l'Ukraine allait attaquer entre guillemets, les provinces plus ou moins autonomes alimentées par les Américains pendant des décennies. En fait, c'est encore une guerre énergétique, tout simplement. Hein, une fois de plus, les Américains font tout pour diviser l'Europe et affaiblir l'Allemagne, en l'occurrence, qu'ils ont réussi. Et ils jouent sur la fibre nationale des peuples européens et sur l'image du danger russe. Alors moi, je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que les Russes n'auront pas un jour envie d'envahir toute l'Europe. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité tout à fait sérieuse, parce que pourquoi pas, tu vois. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont assez à faire en Ukraine, que si on voulait faire la paix, on la ferait demain très rapidement. Il faut diviser l'Ukraine comme on a fait au Vietnam, comme on a fait en Corée. C'est-à-dire là, ça sera une ligne nord-sud et pas est-ouest, comme c'est souvent le cas. Et puis, c'est tout. La partie orientale ukrainienne entre dans l'Europe si elle veut, se désarme. Mais voilà, quoi, tu ne peux pas jouer sur tous les tableaux. À un moment donné, il faut un compromis. Alors, soit on fait véritablement la guerre, on envoie des troupes au sol, américano-otaniennes, européennes, et on fait une vraie guerre, soit on fait la paix. Mais ce qu'on fait pour les Ukrainiens, c'est-à-dire de les faire massacrer, entre guillemets, plus ou moins, pour gagner du temps, pour établir de la politique, pour des compromis, des rapports de force, pour détruire Nord Stream 1 et 2, pour pas que les Allemands s'enregistrent trop. Enfin, tout ça, c'est que de la politique énergétique. Et les premiers à en souffrir, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes. Et c'est ça qui, à mon sens, ils ne Ouais, comprennent ça, pas. c'est vraiment dommage. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je veux bien que l'Ukraine ait été envahie, oui, ok, mais les Ukrainiens, avant ça, ils ont quand même brûlé, je sais plus quoi, le Parlement, ou je sais pas quoi, rempli de. Enfin, il y a eu des meurtres dans tous les sens, quoi. Et puis surtout, le régime anti-russe, hein, russophile, a été quand même assez dur, quoi. Donc il faut se mettre à la place des deux. Mais je pense que le seul compromis aujourd'hui, c'est de faire la paix. Et c'est la France qui pourrait aller dans ce sens-là. Parce que la France, normalement, devrait pouvoir parler aux deux. Plus maintenant, parce que Macron, Jupiter, est complètement demeuré. Mais Il s'est logiquement, c'est vraiment ce que. clivé sur cette question. Oui, non, mais là, c'est pour la politique intérieure, hein, française purement. Donc les Russes, ils le savent. Mais c'est pas avec nos 5000 soldats ou 10 000 soldats qu'on changera quoi que ce soit. Ou même avec nos 2 jours de munitions. Oui, 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 oui. Non, mais bon, voilà quoi. Donc, D'accord. on a juste créé un monstre. On a juste créé un monstre avec un potentiel dangereux pour le futur. Tu vois. Et c'est là. Enfin, l'histoire est toujours compliquée. C'est pour ça qu'il faut regarder l'histoire. C'est qu'en fait, si tout d'un coup la Russie dans 10 ans attaque la Lituanie, d'accord, pour X raisons. Et ben là, tous ces mecs-là qu'on critique aujourd'hui diront t'as vu, j'avais raison. Non, t'avais pas raison. C'est parce que tu as créé un monstre. Quand tu crées un monstre, le jour où l'autre il t'attaque. Mais si tu n'avais pas créé le monstre, ben, il ne t'attaquerait pas. Hein. Qui a créé Hitler? C'est pour ça qu'il faut toujours lire l'histoire. Et là, il faut lire mon livre d'Ogerland, Petite histoire du racisme. Qui a créé Hitler? Ton livre, Dogaland, tu as écrit un livre sur ce sujet? Ouais, Ok. oui, oui. Il est gratuit celui-là, et on peut le télécharger en PDF. Mais je parle du Doggerland historique d'européen et du racisme, entre guillemets, et comment un nouvel Hitler peut arriver. Pourquoi Hitler a pu prendre le pouvoir? Mais parce qu'on l'a créé. On a créé ce monstre de manière involontaire, hein, mais on a créé ce monstre. Soit il fallait occuper encore plus l'Allemagne, ce qu'a dit De Gaulle, il fallait vraiment y aller une seconde fois et réoccuper une partie de l'Allemagne, toute la partie ouest allemande, etc. Et vraiment, mais tu peux pas laisser les gens dans le cul entre deux chaises, comme on dit, d'une manière un peu conviviale. Hmm. Tu peux pas dire aux gens tu souffres et en même temps tu peux avoir du bonheur. Tu peux pas. Ça, c'est une fois de plus, c'est de la tyrannie. On a tyrannisé l'Allemagne. Tu sais qu'en Allemagne, dans les années 20, tout ça, c'était le Bangkok, c'était l'Asie du Sud-Est. Tous les mecs riches allaient en Allemagne baiser des petits enfants, des petites filles. Hmm. Il y avait des bandes d'enfants sauvages en Allemagne. Hmm. Il faut comprendre la pauvreté que l'Allemagne a vécue. On ne comprend pas ça. C'est ça qui a mis Hitler au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'Ukraine. On est en train de massacrer un pays, on est en train de tyranniser un pays en lui disant mais si, t'es fort, sois fier de toi, les Russes, c'est des enfoirés, etc. C'est de la manipulation à outrance, c'est tout. Et donc on va peut-être créer un monstre. Mais du coup, le monstre sera peut-être russe, mais pas Poutine. Hein. Parce que Poutine, il est au centre. Ce que les gens ne comprennent pas en France, c'est que Poutine, c'est un centriste, c'est un juriste, c'est un avocat, Poutine, à la base, toi. C'est le mec qui fait hyper attention au truc, etc. Mais il y a une extrême droite en Russie.
Il y a des gens ou qui une sont extrême pires gauche. que Poutine. Ah, mais On va largement pas pire. rigoler, ouais. Ah, mais largement pire. Et si eux prennent le pouvoir, là, il y aura peut-être une guerre mondiale. Vraiment. Vraiment. Parce que pour l'instant, les Russes, moi je te donne juste tu sais, l'enclave. Les Russes, ils ont une enclave, merde, j'ai oublié entre la Lituanie, là, tu sais, ils ont une petite enclave dans laquelle ils ont droit à avoir un chemin de fer pour y accéder, ou sinon il faut qu'ils y accèdent par la mer Baltique, tu vois. Et cette enclave, c'est un problème. Ça, c'est un truc à risque, d'accord. Parce que à côté, tu as la Lituanie, etc. Donc, mais un jour, les Russes, ils sont quand même sympas, toi. Enfin, je veux dire, ils en prennent plein la gueule quand même. Donc, ils acceptent de plus pouvoir aller chez eux quasiment. Hmm. Ou alors par des contraintes hyper. Mais tu fais ça aux Américains, dans 2 secondes après, il y a la guerre, tu vois. Hmm. Ok. Et ils refuseront. Et Ouais. qu'est-ce que tu penses de ce que souvent disent, et j'en fais partie, du déclin de l'Occident, l'Amérique, tout ça, le wokisme, etc. Je vois, par exemple, moi, j'aime bien Daniel Conversano, même si évidemment, je ne rejoins pas beaucoup de ses positions, mais en fait, il dit des choses très intéressantes. Et lui, il dit qu'en fait, bon, il y a tous ceux qui sont pro Orient, etc., qui disent que l'Occident est dans la décadence des Américains, tout ça, que ça, c'est complètement faux. Nous, les peuples européens, les blancs de souche, on est les meilleurs. On a tout inventé dans le monde et ça va continuer. On va se relancer, etc. Regardez la preuve, par exemple, aux États-Unis, là, ils viennent de poster un truc. Les Américains, les Français investissent majoritairement en Américain parce qu'ils savent que c'est l'avenir. En fait, c'est pas ce qu'on dit. Les Américains, ça va, ils seront number one, ils seront toujours number one. C'est l'Europe, l'Occident, c'est mieux. Et en fait, tout le reste, l'Orient, la Russie, la Chine, c'est du bullshit. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, alors, ce que tu veux, là, ce qu'il faut d'abord, avant, c'est comprendre que le monde vit par cycle. D'accord. Les cultures vivent dans des cycles historiques. Et là, l'Occident. Alors, d'abord, on va définir ce que c'est que l'Occident, parce que l'Occident, ce n'est pas l'Europe, hein. L'Occident, c'est les Européens partis aux États-Unis, donc les WASP plutôt, les Anglais, qui ont pris un pouvoir de contrôle sur la société américaine après la guerre civile américaine. Je rappelle que le Sud était plutôt catholique et le Nord protestant. Et c'est les protestants qui ont gagné aux États-Unis la guerre civile. Et ça a créé les WASP. Et ça a créé une sorte de société euh, impérialiste violente. Parce que les Anglais sont violents. Tu te souviens, on l'a dit tout à l'heure. Et les Américains sont violents. Et ces gens-là sont complètement parano. Là, il faut voir le travail d'Oliver Stone sur une autre histoire des États-Unis, très intéressant. Et c'est en fait, les États-Unis, c'est un pays de paranoïaques. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on va appeler l'Occident. C'est devenu l'Occident. Parce qu'après, les États-Unis ont recolonisé l'Europe. Hein. Et nous ont transformés, et c'est De Gaulle, c'est la fin de De Gaulle, c'est la fin de la troisième voie française, et ils ont détruit l'Allemagne, qui a voulu détruire l'Europe avec le nucléaire, etc. Donc il y a tout un processus. Ça, c'est l'Occident. L'Europe, c'est une culture millénaire européenne, mais qui est dans un cycle. Tout vit dans des cycles. Donc là, nous sommes dans un cycle historique dans lequel la prédominance blanche, on va dire, hein, pour faire simple, les blancs sont dans un cycle de régression. Mais ce n'est pas, on n'est plus à l'époque de Rome, d'accord. Le monde ne s'écroule pas parce que la tyrannie occidentale est toujours puissante, elle se maintient par des processus et des techniques monétaires, d'armement, militaires, etc. Tout ce lobby tient. Mais je ne sais pas s'il peut tenir éternellement. Mais pour l'instant, il tient. Et là, c'est vrai que les États-Unis ne vont pas s'écrouler. C'est pas parce qu'il y a 3-4 drogués dans quelques villes aux États-Unis que les États-Unis vont s'écrouler. Par contre, comme on a créé un monstre, enfin je dis monstre, on a créé une puissance phénoménale qui est la Russie et la Chine. Et les Russes, qui sont européens mais aussi asiatiques, se sont retournés vers l'Asie. Et ça, c'est une grave erreur. Je pense qu'on est en train de se suicider. Et je pense que ça va créer un pôle de puissance vers l'Asie extrêmement fort. Et les Chinois peuvent à tout moment, lorsqu'ils se sentiront en confiance, et là, toi qui vis en Chine, qui est marié avec une Chinoise, même si elle est hongkongaise, elle est chinoise, les Chinois n'attaquent jamais s'ils ne sont pas sûrs de gagner. D'accord. Donc, ils ont. Et la Chine, lorsqu'elle se sentira en position de puissance, elle dira aux Blancs, aux Occidentaux, maintenant c'est fini, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui dirige, et on va faire une paix mondiale à ma manière. C'est ce qu'ils commencent à vouloir faire, tu sais, en Afrique, un peu partout. C'est les routes de la soie, les routes des perles, etc. Dans lequel ils vont dire maintenant, vous avez tenté, vous avez essayé. C'est comme pour l'Europe. Vous avez essayé, vous avez fait un monde, voilà. Mais maintenant, vous êtes dans un cycle descendant. Et ben maintenant, laissez la place aux autres. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les États-Unis, qui sont un peuple violent, vont peut-être pas l'accepter et vouloir faire la guerre. Alors maintenant,
ça, c'est des cycles un peu géopolitiques mondiaux, etc. Ce qu'on appelle aussi les BRICS, par ailleurs, dans un certain sens. Mais maintenant, je vais te répondre plus directement aux identitaires, que ce soit Conversano, Rushdie et d'autres. Donc, tous ceux qui défendent l'Ukraine, en fait, ils défendent à travers l'Ukraine la race blanche. D'accord? Mhm. Et ils défendent la race blanche, et là-dessus, moi, je comprends qu'on puisse défendre ses racines, sa race, notamment avec ce qui se passe en Europe, où il y a une migration extrêmement importante. Mais à un moment donné, si tu veux, même si en fait, en gros, dans le monde, si tu veux, tu as un certain niveau d'intelligence qui est géographique, d'accord, qui va de l'Europe à la Chine du Nord. D'accord. Là, il y a eu des échanges culturels, sans doute, c'est un peu les Indo-Européens, tout ça, etc., qui ont été jusqu'en Chine. Et les plus hauts QI au monde sont dans cette euh, longitude, si tu veux. D'accord. Mais ce qu'on oublie, ce que ces gens-là oublient, c'est que, en fait, les plus hauts niveaux de QI, c'est en Chine qu'ils sont. Chine, Japon, Ouais. Singapour, tout ça. Ouais. Chine, Japon. En fait, c'est les Chinois du Nord, les Chinois blancs, si tu préfères. D'accord. Et que là, on est en train de créer des générations d'ingénieurs et de mecs, et que la Chine, en fait, maintenant, elle innove. Eux, je pense qu'ils ne sont pas très au courant. Les Chinois, ils ont envoyé dans l'espace des calculateurs quantiques, des technologies quantiques pour crypter des données et ainsi de suite. Quoi. Les Chinois vont arriver à la fusion nucléaire dans pas longtemps. Donc les Chinois, c'est pas. Je pense qu'ils sont restés à l'image des Chinois des années 80, toi. Euh, le nombre d'ingénieurs chinois de haut niveau qui innovent en ce moment, c'est juste dingue. Donc en fait, en Europe, le QI baisse pour différentes raisons, dont une qui est la migration, hein, ça il faut le dire, quoi, c'est racial. Hein. C'est comme j'avais bien aimé ta vidéo, tu avais retweeté le truc de Coluche qui classifie un peu les races, etc. Mais bon, ça c'est un fait, quoi. C'est pas du racisme. Hein. Moi, je peux comprendre qu'ils se sentent en danger parce qu'ils le sont quelque part. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est ouvrir les yeux sur ce qui se passe. On est dans un cycle descendant chez les blancs, ça c'est à peu près une certitude. C'est pas pour ça qu'il faut laisser tomber ou pas. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, le deuxième grand peuple dans le monde à QI, il y a les Indiens aussi, mais c'est les Chinois. Les Chinois, ils ont inventé énormément de choses qui ont été reprises par les Blancs. À un moment donné, c'est les Blancs qui copiaient sur la Chine, tu vois. Alors, il y a un point particulier, si tu veux, qui est assez différent, mais je pense que ce qui va évoluer en Chine, c'est qu'est-ce qui a fait la force et la domination du monde européen, des Blancs. Ça, c'est un apport pour moi nordique et pas du tout chrétien, mais bon, ça, c'est une autre discussion. C'est le droit à l'erreur. C'est qu'en fait, tu sais, on a le droit de perdre la face. Et ça, tu le sens aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est même une expérience d'avoir fait faillite. Tu Ouais. vois. En France, c'est un peu tabou parce que là, en Angleterre, c'est des pays un peu. En Europe, on est un peu toujours on est dans une société de caste en Europe. Mais par contre, aux États-Unis, ils se sont un peu libérés de ça. Et le monde occidental est un monde dans lequel tu peux faire faillite 10 fois. Au contraire, c'est une expérience. Et la Mhm. 11e fois, tu réussis, tu deviens, etc., etc. Donc ça, c'est le droit à l'erreur. On n'a pas ce poids sur les épaules de dire si j'échoue, je suis la honte de la famille, etc. Et ça, c'est vrai qu'en Asie, ça existe toujours. C'est perdre la face, c'est extrêmement important pour les Asiatiques, et notamment les Japonais. Toi, la société japonaise, c'est quand même une société qui est toujours hyper, même si ça évolue, toi, les mecs, ils sont obligés de sortir du bureau, d'aller tous se bourrer la gueule ensemble pour un peu se débloquer, se parler, etc. Mhm. Nous, on sait communiquer. D'accord. On sait communiquer, c'est la grande force. Et tu vois, et on sait surtout se réajuster parce qu'on n'a pas peur de l'erreur. L'erreur, pour nous, occidentaux blancs, dans la culture occidentale, européenne, le droit à l'erreur est au contraire du bénéfice pour s'améliorer. D'accord. Voilà. Ça, le jour où les Chinois vont commencer à appliquer ça, et le font, hein, ils commencent à le faire. Hein, d'accord. Tu as vu les manifs anti-Covid qu'il y a eu à un moment donné en Chine, toi. Ils ont Ouais, commencé à ouais. gueuler, les Ouais, Chinois. c'est Hein. pour ça qu'il y a tout qui s'est libéré, y compris à Hong Bien Kong. sûr, bien sûr. Donc en fait, le gouvernement chinois est intelligent, beaucoup plus intelligent qu'on a tendance à le croire Il est ou à le voir. pragmatique. Pragmatique, oui, tout à fait, tu as raison, pragmatique. Et ça, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui nous manque, hein, nous, hein, en Europe. Donc non, on vit dans des cycles, et je pense on est dans une phase descendante, comme il y a eu pour Rome, comme il y a eu, voilà, Mhm. c'est des cycles historiques, et la Chine est dans une phase montante. Mais pour l'instant, les Américains dominent. C'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo avec Pierre Rougiron, c'est qu'en fait, le jour où tu verras Xi Jinping habillé en chinois
Et des fois, il le fait. Hein. Quand il parle de guerre, de trucs comme ça, toi, tu noteras que ses vêtements changent. Il met des vêtements plus traditionnels chinois. Et je regardais une émission, les vêtements traditionnels chinois redeviennent à la mode. Tu vois, Mm. c'est un facteur identitaire fort nationaliste. Le jour où les Chinois commenceront à se rhabiller en chinois et en commençant à prendre plus de pouvoir, là tu pourras dire il y a un basculement qui se fait et le monde et le monde, je pense que, d'ailleurs dans pas mal de trucs de science-fiction c'est un peu comme ça, et la science-fiction est intéressante parce que c'est une porte ouverte sur l'avenir. Je pense que le monde à un moment donné va être sous influence chinoise. Quand exactement, je ne sais pas, mais ça arrivera, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, si je comprends, dis-moi si je me trompe, hein, j'ai l'impression que tu dis que euh, donc la Chine, ça se développe très vite, donc l'Occident est dans le déclin. Et ce qui bloque encore le développement de la Chine, c'est le fait qu'ils ont encore le fait de ne pas perdre la face, etc. Mais Oui. le jour où ils deviennent comme les Occidentaux, c'est-à-dire qu'ils acceptent de perdre la face et le droit à l'erreur, et tout ça, ils vont augmenter encore plus vite. Ils Ah vont... oui, D'accord, c'est ça oui, que tu veux dire. à mon J'avais bien sens, oui, compris. parce que techniquement, au niveau technologique, là, ils te sortent un porte-avions tous les 15 Oui, jours. oui. Ils arrivent à la fusion nucléaire. Enfin, les Européens, si tu veux, n'ont pas conscience que la Chine s'est développée. Je veux dire, Mm, alors oui, bien sûr, il y a toujours des pauvres, etc. Mais enfin, ils ont sorti 500 millions de personnes de la pauvreté. mm. Toi, tu parlais des petites grand-mères qui vont à Macao en vacances sur 2 jours. Voilà, quoi. Je veux dire, la Chine n'est plus du tout ce qu'elle était avant. Il n'y a plus d'usines de textile en Chine, c'est au Vietnam ou au Cambodge. Ok, Mm. le Cambodge, oui. En fait, ils confondent le Cambodge avec la Chine. D'accord. Ouais. Ah oui, le Cambodge, c'est pas un danger pour l'Europe. Hein. Ça, je te le certifie. Et d'ailleurs, ils veulent pas. Mais les Chinois, non. Quand les Chinois vont commencer, et, vont commencer à devenir une société plus tolérante avec ce savoir-faire européen qui est le management, si tu veux, du droit à l'erreur, le management de l'expérience de l'échec, De la d'accord, critique. de la critique, Voilà. exactement, etc., etc. Là, ils risquent de prendre un niveau supérieur. Alors maintenant, eux, ils vont te dire, ah ben non, mais ça n'existera jamais parce que c'est un trait ethnique, tu vois, c'est un trait ethnique. Bon, je pense pas, je pense que c'est plus un trait culturel, parce que le QI, ça, c'est un trait ethnique, d'accord. Mais il n'y a pas de problème de QI en Chine, ok, puisque ça fait partie des plus hauts niveaux du QI du monde, avec les Européens et les Juifs askénazes. Hein, donc les juifs allemands. Hein, les juifs askénazes, ce sont des juifs allemands. C'est eux qui ont tout le pouvoir. Netanyahou, tout ça, c'est tous des askénazes. Hein. Euh, bah, voilà, quoi. Donc je vois pas ce qui va bloquer les Chinois. J'ai juste ce point culturel qui va permettre, si tu veux, de se désinhiber un petit peu et de dire aux Chinois, à Xi Jinping, bon, ok, exemple concret, j'envahis Taïwan, mais je suis pas sûr de gagner. Eh ben, c'est pas grave, on le fait quand même. Ça, c'est la mentalité européenne. On avisera, on verra. Il faut y aller, on y va. Tu vois, ça, c'est très européen, très occidental. Les Chinois, ils vont prendre non, on peut pas parce qu'on n'est pas sûr de gagner. Putain, si on gagne pas, comment va nous considérer le monde. On sera mis au pilori. Même moi, Xi Jinping, je terminerai ma vie en prison. Je serai la honte de mes ancêtres, etc., etc. Ça, c'est la lourdeur. D'ailleurs, c'est le culte des ancêtres, c'est tout ça. Ça, c'est encore, à mon avis, ce qui fait que les Chinois n'osent pas être plus violents. Tu vois. Mais peut-être, heureusement, parce que les Américains, comme je te disais, les Anglais, le hooliganisme, il est né chez les Blancs anglais. Et les WASP anglais ont hérité de ça. Les Américains sont hyper violents. Sont hyper violents. S'il faut y aller, ils y vont, toi. Et ils aviseront après. On verra si ça casse ou pas, ça passe, on verra après. Donc voilà un petit peu. Donc non, on est dans des cycles, et l'Europe, oui, le monde occidental est dans une phase descendante. Ah, bah, ça c'est une certitude. Mm. Mais je pense que l'intérêt des Chinois n'est pas que l'Europe s'écroule, parce que les Chinois, ils veulent avant tout Oui, tout à fait. un monde équilibré et multipolaire. Oui, et puis bon, Si tu veux, donc, ils n'ont pas donc ils veulent. forcément une culture de la conquête territoriale. Eux, ils ont une culture, on va dire, c'est business. Il faut que tout le monde, faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et Ouais, ils c'est sont un peu comme plutôt ça. Mais attention, poussé. il faut quand même se méfier. Il faut quand même se méfier parce que le jour où ils vont être en confiance et qu'ils oseront prendre un risque majeur, c'est pas dit qu'ils envahissent pas Taïwan tout d'un coup. Mm. C'est pas dit qu'ils s'installent, toi. Enfin, c'est pas dit qu'ils mettent la pression Oui, sur d'autres voilà. Bon, trucs. mais après ça, on va dire, c'est des affaires internes chinoises. Les Chinois, ils vont pas envahir l'Europe, quoi. Ils vont pas envahir la France. Non, Voilà, tu non, vois, non, donc non, non. c'est pas leur objectif du tout. Ouais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. En tout cas, ouais, je suis très content, c'est très intéressant. On a parlé de vraiment de tout. Moi, j'aimerais bien revenir à, on va dire, peut-être dernière question sur les élections. Donc, Hmm. donc, on a compris ton positionnement par rapport aux européennes. Maintenant, oublions les européennes, pensons à 2027.
Alors, du coup, on a compris, bon, pas de Zemmour, peut-être pas Marion, parce qu'elle va peut-être soutenir Zemmour, à moins qu'il ne se représente pas, et donc pas peut-être Bardella, mais qu'en penses-tu de Marine Le Pen? Tu n'as pas parlé de Marine Le Pen. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que tu peux imaginer Marine Le Pen présidente, Marion Maréchal première ministre, Ouais, voilà. alors, dans la vie, tu, euh, tu travailles par niveau, d'accord? Niveau d'importance, échelon, etc. Donc, moi, j'étais prêt à voter pour Mélenchon contre Macron, d'accord? Et j'aurais voté pour Mélenchon. Parce que ça, c'est la grande différence entre les mecs, entre guillemets, de droite. Moi, je me définis même pas de droite, mais bon, Là, pour j'aimerais que tu simplifier, repasses, c'est le cycle. D'ailleurs, faut passer par le cycle de destruction pour reconstruire une première c'est un peu, reconstruire, c'est ouais, ça? c'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, mais en fait, moi, j'étais prêt à voter pour Mélenchon, pour sortir du système tyrannique, parce que au moins, toi, il aurait peut-être pas fait que du bien, mais il aurait fait bouger les choses. Mais la grande différence, c'est que les mecs de gauche, du coup, n'auraient jamais voté pour Zemmour ou Marion Maréchal ou Marine Le Pen. D'accord? Ça, c'est la grande différence de mentalité, toi, entre les gens ouverts et fermés. C'est qu'en fait, la gauche est fermée. Je, notamment l'extrême gauche. Elle est clivée, elle est totalement totalitaire du coup. C'est des trotskistes, tu sais, ils ont qu'une seule idée, qu'un seul truc. Ils détiennent une vérité. Moi, je détiens aucune vérité, je ne sais pas. Hmm. Mais eux, ils détiennent une vérité. D'accord. Ça, c'est la grande différence intellectuelle, philosophique, et ainsi de suite. Donc, moi, je verrais. Aujourd'hui, j'apprécie Marion Maréchal parce que je la trouve intelligente, belle, cultivée, avec du charisme. Ce qui n'est pas du tout Marine Le Pen. Marine Le Pen, je l'aime pas du tout. Enfin, je l'aime pas du tout, je la connais pas. Mais par contre, si lors des élections, je voterai pour n'importe qui pour nous sortir de la tyrannie européenne. Même si c'est pour en diminuer juste un peu. Même si c'est pour essayer de faire quelque chose. Eh ben, je voterai pour cette personne, quoi qu'il arrive. Comme je voterai pour Mélenchon, c'est lui. Tu vois ou comme je voterai pour n'importe qui, Philippot, Ouais, là, etc. je pense que tu te situes dans une perspective deuxième tour. Voilà, si c'est Macron, enfin pas Macron, mais Édouard Philippe Le Pen, tu votes Le Pen. Si c'est Ouais. Mélenchon Le Pen, tu votes Le Pen. Ouais, ouais. Par contre, au premier tour, est-ce que tu vas voter plutôt Le Pen Ah, ou Marion Maréchal ou tu veux Zemmour? dire plutôt intelligemment. Bah, C'est-à-dire les convictions, la ouais, stratégie. non, c'est pas par conviction, ça c'est par pure politique. Par pure politique pour avoir un but final, de sortir de la tyrannie européenne. D'accord. Et que la France redevienne une troisième voie, Napoléon IV, que Napoléon IV puisse arriver, si tu préfères. Donc là-dessus, moi, je vais voter de manière pragmatique, hein, pas émotionnelle. Donc, par rapport à ça, j'ai regardé, toi. Pour les européennes, là, c'est un peu plus souple, on s'en fout un peu, parce que, voilà, donc je vais voter pour elle, parce que je pense qu'elle va être élue. Alors, voilà, mais par contre, sur une présidentielle, au premier tour, j'ai pas voté pour un parti qui va faire 2%. Ou Là, il faut être. 6%, 7%. Ouais, non, mais là, il faut être intelligent, d'accord. Là, il faut être intelligent. Donc, je verrai au moment venu. Mais c'est vrai que voilà, là, ça va. J'ai pas une réponse à te donner. Je vais voir quelle liste il y a, etc., etc. Oui, c'est encore incertain. D'accord. Ouais, ouais, là, c'est certain. Je sais pas d'abord qui il va y avoir, qui aura ces 500 signatures. C'est de plus en plus dur à avoir les 500 signatures, hein. Ça, c'est aussi une tyrannie, hein. Ça Hmm. fait partie du jeu tyrannique. C'est en fait, je te donne les 500 signatures, mais par contre, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu peux pas dire ça, etc., etc. Donc tout ça, c'est le jeu tyrannique. Bon, moi, je suis pour sortir de la tyrannie européenne. Voilà, de cette dictature Ok. européenne, de toutes les façons possibles et imaginables. Et je te dis, je le redis, s'il faut voter pour Mélenchon, je vote pour Mélenchon sans aucun problème. Parce que tant qu'à faire, euh, il faut, comme les Français ont besoin de voir étape par étape que tout ne fonctionne pas avant d'aller là où il faut, d'accord. Parce qu'ils ont toujours de l'espoir. Les Français, c'est un peuple qui a de l'espoir. Il va dire maintenant ce truc. Et c'est pour ça qu'il est fort possible que Macron soit réélu, hein. Moi, je m'attends à ce que Macron nous fasse une loi comme quoi, ou même devienne dictateur, tu sais, ce mec-là est très intelligent, il est bien entouré, et c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux parce que je crois, il se croit choisi par le destin. Tu sais, comme Hitler. Quand les gens se croient choisis par le destin, sans doute aussi Poutine d'ailleurs, quand les gens se croient choisis par le destin, sans religion, toi, je suis un être exceptionnel, j'ai une destinée, ma destinée, c'est Faire pied d'aller. avec les réalités. Ouais, voilà, ma destinée, c'est de faire chier les Français jusqu'au bout, jusqu'à tout vendre, tout détruire, parce qu'il faut l'Europe, il faut l'Europe de la folie. C'est-à-dire, en fait, on va donner nos armes nucléaires à l'Allemagne parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est mon destin, etc., etc., etc. Donc voilà, n'importe qui se présente contre ça, je vote pour lui. Ok, très bien.
Alors, j'ai une dernière question que maintenant j'aime bien poser à tout le monde. Est-ce que tu te sens patriote et est-ce que tu sens que tu rends service à la France depuis l'étranger? Bon, j'ai compris que tu dis plutôt nationaliste que patriote. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui commentent en disant, voilà, les expatriés, vous êtes des patriotes au carton. Si vous êtes des vrais Hmm. patriotes, vous habitez en France. Qu'est-ce que vous nous faites chier avec la politique alors que vous habitez même pas en France? Qu'est-ce que tu leur réponds? Est-ce que tu sens que depuis l'étranger, tu rends service à la France? Alors, non, mais ça, c'est une question tout à fait légitime. C'est une question tout à fait légitime. Et qui est clairement révélateur de quelque chose. C'est-à-dire, en fait, oui, nous avons quitté la France. Nous avons quitté la France, chacun pour X raisons. Mais là, il faut leur répondre la chose suivante. C'est qu'en fait, dans la vie, tu as ceux qui ont des couilles et ceux qui n'ont pas de couilles. Pour simplifier, hein. J'inclus les hommes et les femmes, hein. Ceux qui ont des couilles, c'est ceux qui savent partir. D'accord? Donc dis-toi bien que tous les Français qui sont partis, c'est un peu le truc américain. Tu sais, les Américains sont très fiers, ils se disent en fait, il y a une sélection naturelle. C'est tous les mecs avec des grosses couilles sont partis aux États-Unis, donc les États-Unis, c'est un pays de grosses couilles. D'accord? Mais c'est un peu vrai, hein. C'est un peu Ouais, vrai. ouais, intéressant. C'est un peu vrai. Donc en fait, tous ceux qui ont quitté la France à un moment donné, qui ont pris le risque de dire je me casse, je pars, je tente mon aventure, etc., etc., c'est des mecs qui ont des couilles. Et donc ces mecs-là, tous, ils seront susceptibles de revenir en France pour faire la guerre s'il le faut. Hmm. C'est pas ce que, c'est pas le centre mou, l'extrême centre mou, hein, ce que disait Pierre-Yves Rougiron, le couinement des mocassins à gland, c'est-à-dire cette France molle, euh, ce que moi je définirais par les bourgeois mous, c'est ceux qui ont, Zemmour a rêvé que ces gens-là avaient des couilles, par exemple, toi. C'est là où tu dis des fois ils sont cons les gens, Hmm. ou ils sont aveuglés par quelque chose. Mais ces gens-là, ils voteront toujours pour Macron. Hmm. D'accord? Donc il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui sont restés pour se battre, qui ont des couilles. Et puis il y a ceux qui sont partis parce qu'ils en avaient marre pour X raisons, mais eux, ils ont des couilles aussi. Donc tous Hmm. les mecs comme nous qui sont partis, c'est des mecs forts. D'accord? C'est des mecs qui n'ont pas peur de prendre le risque ultime, de quitter le petit confort de la sécurité sociale française, des petites protections, des trucs, etc. Il faut avoir les couilles de partir. Donc les mecs qui sont partis, euh, euh, dans la majorité, je suis sûr qu'ils pourront revenir s'il faut faire quelque chose. Et oui, j'ai le sentiment de défendre la France, ne serait-ce qu'en représentant la France, parce que nous, on est des ambassadeurs de la France. Hmm. Je parle pas des punks à chiens bizarres, les trucs qui ont réussi à partir. Je parle des gens normaux. Nous, on est des ambassadeurs de la France. Moi, dès que je peux, je dis que la France, c'est bien. À mes employés, à tout le monde, les produits, la façon de vivre, la philosophie. Et après, toi comme moi, nous, on combat aussi par notre chaîne YouTube Métapolitique, dans lequel on fait un combat permanent. Mais Ah, notre au-delà de ça, militantisme. ouais, mais au-delà de ça, tous les Français de l'étranger, j'en ai rarement vu qui crachaient sur la France. Peu importe leur parti politique. C'est quand tu quittes la France, c'est là où tu l'aimes le plus. Hmm. Et je pense que c'est les meilleurs ambassadeurs. C'est pas l'ambassadeur qui vient 1 an ou 2 ans dans un pays qui va repartir, etc. Lui, il sert à rien. Les vrais ambassadeurs, c'est nous. Parce que nous, on fait un travail de tous les jours. On porte la France. On fait découvrir la France, la culture française, les produits français, l'ingénierie française, les méthodologies de travail à la française, ce fameux droit à l'erreur, cette intelligence à la française. Voilà, nous, on est ça. Et maintenant, voilà, pour ceux qui disent ah, ils sont partis, ouais, mais parce que nous, on a des couilles. On est partis. Toi, tu restes parce que tu as peur. Pas tous, hein, mais une grande partie, c'est des peureux. Et c'est un peu ce qui tue la France, hein. C'est un peu ce qui tue la France, hein. Mais tu sais, là-dessus, il y a des théories, hein. C'est qu'en fait, 14-18 a tué tous les hommes à grosse couille en France, hein. Et après, ça s'est fini en 40. Et qu'aujourd'hui, tu sais, là, du coup, pour les identitaires, bah, moi, j'importerais un peu de russe, toi, ou d'ukrainien, toi, pour Hmm. redonner des couilles. Mais ça, c'est le côté. Ah, après, C'est moi, le- il y a parmi ceux qui restent en France qui disent qu'ils ont, c'est eux les patriotes qui ont des couilles, voilà, ils voient les expatriés comme un peu les rats qui quittent le navire et qu'eux, ils sont là pour battre. Voilà, mais après, il y a une part qu'on peut comprendre dans ce sentiment. Le truc, c'est que là, s'il y a une Oui, guerre civile qui reste en France, oui, mais là, il n'y a pas de guerre civile. Donc, en fait, oui, ils restent là bah, pour non, mais alimenter le système bien sûr, bien et sûr, bien défiler. sûr. Mais Donc, je te dis, ceux qui sont partis sont capables de revenir, hein. hmm. Mais Quand tu pars, tu sais revenir, hein. il y en a beaucoup qui attendent que les choses bougent pour revenir. Voilà. Donc, ils méritent que les choses Par bougent. contre, ceux qui ne font rien,
l'extrême centre aux fameuses mocassins au cuissement à glands, là, l'extrême centre. J'ai bien cette expression, je vais la Ouais, rechercher. elle n'est pas de moi, hein. L'extrême Ouais, France, de des Roger Hain, bourgeois c'est ça. qui ne font que voter Macron, qui ont peur de leur ombre, Les qui ont bobos. peur de tout, qui ont peur même un arabe parfaitement intégré, même s'il est musulman, c'est un patriote, un nationaliste français, ils auront peur aussi, toi. Même de toi, ils vont te voir dans la rue, ils vont avoir peur, ils vont dire putain, un asiatique, c'est des voleurs. Voilà quoi, tu sais, c'est ça qui a tué aussi la France, hein. Mais oui, je peux comprendre, mais qu'ils comprennent ça, qu'ils intègrent bien ça. C'est qu'en fait, les gens qui créent la France à l'étranger, c'est des mecs costauds et des femmes costauds, d'accord. Moi, je suis parti avec ma bite et mon couteau, hein. J'avais deux, trois clients et j'ai refait ma vie. Tu vois. Les gens qui ont la capacité à refaire une vie à un moment donné, c'est des gens courageux, c'est des combattants, c'est des guerriers ou des guerrières, hein. C'est vrai ce que j'allais dire, on est parti au combat à l'étranger. Ouais, Bien. absolument. Ah, Absolument. je remarque qu'il y a des drapeaux derrière toi. Alors, c'est quoi? Tu as un drapeau avec Non, la mais j'ai le couleur drapeau français. d'Ukraine. Quand j'étais d'ailleurs de l'UPR, quand j'étais toujours à l'UPR, c'était le drapeau avec la croix Oui. gaulliste, si tu veux. Et ça, l'autre, c'est le drapeau, parce qu'en fait, Le truc américain, c'est la Confédération, non, non? c'est le drapeau, oui, c'est le drapeau de la Confédération américaine, mais à Oui, fleur de lys. oui, c'est ce que je me Parce dis. qu'en fait, Tiens, il est différent, on dirait des fleurs de lys. C'est c'est quoi des ça? fleurs de lys. Parce qu'en fait, la guerre, j'ai fait, dans une de mes vidéos, je traite un peu du sujet, puis celle-là, j'avais eu avec un Eric qui a écrit un livre sur en fait, les Français pendant la guerre civile américaine, qui est très intéressant. La guerre civile américaine est très importante. En fait, c'est la fin de la guerre anglo-française, quelque part. Tu sais, les Anglais et les Français ont fait longtemps la guerre. C'est la fin des guerres de religion, catholique et protestante. Bon, moi, je suis plus chrétien aujourd'hui, mais la France est catholique et doit le rester. Là-dessus, je rejoins Zemmour, par exemple. Toi. Mais elle a perdu, entre guillemets, la guerre, la France, le jour où la guerre civile américaine a basculé du côté nord, c'est-à-dire du côté anglo-saxon, protestant, industriel et du monde moderne. Et le monde traditionnel. Alors oui, ils vont dire putain, il y avait des esclaves, oui, il y avait des esclaves. Mais d'abord, moi, je suis pas forcément contre l'esclavagisme. Alors attention, attention, attention. Oula, oula, oula! Red flag, machin, censure YouTube, là, c'est Voilà, bombe nucléaire. En fait, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a sans doute eu des propriétaires d'esclaves méchants qui les traitaient mal, etc. Mais je veux dire, c'était pas du tout dans leur intérêt. Il me semble que les esclaves avaient des enfants. Tu vois, si c'était si terrible, ils se seraient jamais mariés, ils se sont convertis au catholicisme dans le sud des États-Unis, ils ont fait des enfants, ils ont fait des familles, ils ont évolué. Il y en a qui devenaient libres au sud, hein, je parle, hein, d'accord. Donc c'était pas, en fait, c'est une histoire que le Nord a inventée et les mecs du Nord, ils ont pris les Noirs pour les travailler comme pire des esclaves dans des usines et pour vivre dans des ghettos urbanisés, tu vois. Et c'est ça qui a créé le problème des Noirs aux États-Unis, l'obésité, les problèmes de stress qu'ils ont, etc. C'était pas dans le Sud. Alors oui, il y avait sans doute des mecs méchants qui violaient de temps en temps une nana, ça a sans doute existé, mais ça existe partout. D'accord. Donc, et pour revenir sur l'esclavage, le truc, c'est qu'en fait, les gens disent ah, l'esclave, c'est mal. Mais moi, si demain j'avais des esclaves, je serais peut-être content d'avoir des esclaves, hein. Je veux dire, j'ai traité pas mal, je serais gentil à, avec eux. Je veux à dire, Hong Kong, à Singapour, la plupart des expats, ils ont des esclaves, c'est les nounous, hein. On les paye ouais, pas voilà, beaucoup, ils mais habitent voilà. avec nous. Bah oui, bah oui, bah oui. Ils Oui. habitent à la maison avec nous. On a des esclaves, en fait. Oui. Mais au Cambodge, c'est pareil, les riches, ils ont tous trois, quatre nounous. Oui, Ouais, ouais, ouais. c'est comme des esclaves, hein. En Ouais. fait, elles vivent à la maison, etc. Tu veux dire. Donc, il faut arrêter ça. C'est toujours cet argument débile. En fait, le monde est fait de rapports de force. D'accord. Voilà. Il y a des forts. Et ben, pourquoi est-ce que les forts ne seraient pas forts? Pourquoi est-ce que tu veux quelqu'un de fort devienne faible? Il ne le veut pas. Je te donne un exemple tout bête. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'un lion devrait devenir végétarien? Ça, c'est écrit dans la Bible. Ouais, je fais une petite pique pour nos amis catholiques. Dans la Bible, il est dit qu'un jour, le lion mangera du foin avec la chèvre ou je sais pas quoi, etc. Et Bouddha, de l'autre côté, Ah, je savais dit pas ça. dans un de ses livres, enfin pas de ses livres parce qu'il n'a pas écrit, mais dans une de ses paroles, il explique qu'en fait, le lion doit rester un lion. En d'autres termes, tout le monde ne doit pas devenir des moines. Et Hmm. qu'un guerrier doit rester un guerrier. Si la nature d'un homme, c'est d'être un guerrier, qu'il soit un guerrier, mais un bon guerrier. Un bon guerrier. D'accord.
Voilà. Et ça, c'est très profond. C'est-à-dire, en fait, nous, en Europe, et ça, c'est un des déclins de l'Occident et du monde européen, c'est qu'en fait, on n'a plus le droit d'être un guerrier ou quelqu'un de fort, parce que c'est méchant. Mais un lion restera un lion. Et jamais il ne mangera de la paille. Il ne faut pas travestir sa nature. Et le monde occidental, et on va peut-être conclure là-dessus, parce que là, Tout à fait, oui, c'est ce que j'allais dire. ça fait longtemps qu'on est en Et, ligne. Le ouais. monde occidental, et ça, c'est ce que dit Poutine, c'est le monde du mensonge, c'est le monde du travestissement. Voilà. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'Europe, l'Occident, est devenu un vieux travelot avec des Bah, mocassins tout, à ça, gland qui couinent. C'est ça notre problème. Donc ça, c'est un putain de déclin, ouais, quand même, oui. très Mais gardons intéressant. espoir, parce que la France est un pays magique, la culture française est belle, et que les Français ont une intelligence particulière. Et gardons confiance. Et vive la France. Et vive la France. En tout cas, merci beaucoup, David. C'était super intéressant. Moi, j'espérais qu'on fasse un entretien de 1 demi-heure, 45 minutes. Finalement, ça fait 2 heures, je crois. Ouais, pas Mais loin, bon, ouais. c'était tellement intéressant en plus, on a parlé de tout. On n'a pas parlé que de l'expatriation. On a parlé de la Russie, de machin, de. Oula. Mais c'était super. Merci beaucoup. Et j'espère te revoir bientôt au Cambodge quand j'ai l'occasion de passer. Avec grand plaisir, je te revois quand tu veux. À très bientôt et ciao. Ciao, ciao. Merci.